Mon père venait de mourir et j'avais ramené ma mère vivre avec nous. Mon mari lui a crié que si elle ne retournait pas au village, il divorcerait de sa fille. J'ai emmené ma mère en silence. J'ai laissé les papiers de divorce déjà signés sur la table et j'ai mis la maison en vente. Mon père était décédé il y a à peine un mois. L'odeur de la cire des bougies devant sa photographie dans la maison du village ne semblait pas encore s'être dissipée des cheveux de ma mère. Et pourtant, dans cette maison du centre de Madrid, l'homme que j'avais appelé mon mari pendant 13 ans a pointé du doigt la pièce où elle était assise et a crié avec une froideur à glacer le sang, « Si tu ne retournes pas au village, je divorce de ta fille. » Je suis resté paralysé. Quelques jours seulement auparavant, ma mère m'avait timidement demandé si préparer un peu de bouillon le matin coûtait trop cher en gaz. Le peu de linge qu'elle étendait sur le balcon, elle le ramassait tôt de peur que mon mari ne soit contrarié de le voir en rentrant du travail. Même le carton de lait enrichi que je lui avais acheté, elle le gardait dans un coin, me répétant sans cesse qu'elle me rembourserait bientôt. Une femme qui venait de perdre son mari, avec qui elle avait partagé plus de 40 ans, qui vivait depuis à peine quelques semaines avec sa fille, devait soudainement vivre comme une invitée effrayée. Et pourtant, cette nuit-là, toute sa patience ne servit à rien pour gagner un mot gentil. J'ai regardé Alexandre. Il était toujours furieux, la poitrine agitée et la main avec laquelle il pointait la chambre de ma mère toujours en l'air. Je lui ai demandé très lentement, « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» Alexandre a prononcé chaque mot avec dureté. J'ai été clair. Ou ta mère retourne au village, ou nous divorçons. Derrière la porte entr'ouverte, j'ai entendu un très léger bruit. Peut-être ma mère venait-elle de se lever, peut-être avait-elle tout entendu. Je n'ai pas couru la consoler. Je n'ai pas pleuré non plus. À ce moment-là, mon esprit est resté dans un silence absolu, comme si quelqu'un venait de couper 13 ans de mariage avec des ciseaux. J'ai seulement regardé Alexandre et j'ai répondu, « D'accord. » Il s'est arrêté un instant. Il ne s'attendait probablement pas à ce que je réponde si vite, mais quelques secondes plus tard, la tension sur son visage s'est relâchée. Il a cru que j'avais cédé. Alexandre a traîné une chaise et s'est assis en gardant son ton ferme. « Eh bien, demain tu lui prépares ses affaires pour qu'elle parte. Plus le temps passe, plus ce sera inconfortable. » Je l'ai regardé un instant et j'ai dit, « D'accord. » Dans ce seul mot, Alexandre ne savait pas que nous comprenions tous les deux une partie complètement différente. Il pensait que le lendemain matin ma mère quitterait cette maison alors que je venais de décider que ce serait moi qui quitterais ce mariage. Je m'appelle Clarisse. J'avais 44 ans à l'époque. Si quelqu'un regardait ma vie de l'extérieur, il dirait probablement que j'avais une famille assez stable. J'ai un magasin de produits gourmands, spécialisé dans le jambon ibérique et l'huile d'olive, que j'ai ouvert il y a plus de 20 ans. La plupart de mes clients sont des connaissances. Je suis habitué à vivre de l'argent que je gagne. Je ne suis pas riche au point de dépenser sans réfléchir, mais je n'ai jamais eu à demander d'argent à mon mari, Alexandre, 3 ans mon aîné. Il travaille comme directeur des opérations dans une chaîne de supermarchés, il a des revenus stables et n'a jamais eu la réputation d'être un homme débauché. Dans son entreprise, beaucoup disaient qu'il était méticuleux et responsable. Avec les voisins, il était aimable et saluait toujours poliment les personnes âgées. C'est pourquoi, pendant de nombreuses années, même moi, je n'ai pas pensé que sa froideur envers ma famille était un problème grave. Je croyais que c'était simplement son caractère sec d'homme. Il ne jouait pas, ne buvait pas à l'excès et chaque mois, il apportait ponctuellement sa part pour les dépenses de la maison. Si je devais énumérer les défauts de mon mari depuis le début du mariage, je ne saurais par où commencer, car il n'avait pas de défaut assez grand pour que quelqu'un d'extérieur, en l'entendant, dise immédiatement que je devais le quitter. C'était le plus difficile. Il y a des mariages qui ne se brisent pas par un coup de marteau. Ils se fissurent par des fêlures minuscules, si minuscules que les personnes impliquées se disent qu'il vaut mieux laisser passer. Quand il y avait une messe anniversaire d'un membre de sa famille, Alexandre me disait de fermer le magasin tôt pour accompagner sa mère. Quand il y avait un événement dans ma famille, il me disait que si j'étais occupé, je devais y aller avant, qu'il verrait comment ça se passait au travail, si sa mère avait mal à la tête ou aux jambes. C'était une affaire dont nous devions nous occuper en tant que couple, mais si ma mère avait besoin de quelque chose, cela devenait normalement une aide, quand tu auras un moment. Au début, je me sentais un peu blessé, mais ensuite je pensais que beaucoup d'hommes sont maladroits pour les affaires familiales et qu'en cohabitant, si l'un cède un peu, la maison reste en paix. On m'avait toujours appris qu'il fallait parfois se mordre la langue pour maintenir la paix dans le mariage.
J'ai cru à cette phrase pendant longtemps. Ce que je n'ai pas compris, c'est que si une personne cède toujours et que l'autre s'habitue à ce qu'on lui donne raison, il arrive un moment où la patience cesse d'être le frein qui maintient la famille unie. Elle devient l'excuse pour que l'autre franchisse la ligne. Alexandre et moi étions mariés depuis 13 ans. Nous n'avions pas d'enfants. Cela a attristé nos deux familles pendant un temps, mais il y a de nombreuses années, nous avons tous les deux convenu de ne pas en faire une épine entre nous. Pendant ces 13 ans, j'ai pensé que le plus important dans un mariage était que l'homme soit responsable, travailleur et fidèle. Alexandre remplissait toutes ces conditions. Par conséquent, j'ai ignoré un détail qui semblait petit, mais s'est avéré plus grand que tout le reste. Il considérait vraiment la famille de sa femme comme la sienne. Je n'ai que mon père et ma mère. Mon père était Monsieur Antoine, 71 ans. Ma mère est Madame Rose, 66 ans. Je suis leur fille unique. Toute leur vie, ils ont vécu dans un village de Tolède, à un peu plus d'1 heure de route de chez nous. Mon père parlait peu. Ma mère était très douce. Ils ne m'ont jamais exigé que je leur envoie de l'argent mensuellement. Chaque fois que je leur apportais quelque chose, mon père me conseillait de garder l'argent que je gagnais au cas où, disant qu'il dépensait à peine, précisément parce qu'il demandait peu. Pendant des années, j'ai inconsciemment pensé que ma famille allait toujours bien. Pendant ce temps, chaque fois qu'il se passait quelque chose dans la famille d'Alexandre, je le prenais comme ma propre responsabilité. Je pensais que c'était la bonne façon de vivre. Je n'ai jamais imaginé que le jour où ma propre mère aurait besoin de plus de soutien, je réaliserais à quel point le mari à mes côtés s'était habitué à ma bonté. Tout a commencé par un appel téléphonique un matin que je me rappelle encore clairement. J'étais derrière le comptoir, vérifiant une commande de panier gourmand pour un client quand le téléphone a vibré. Le nom de Philippine, la voisine de mes parents, est apparu sur l'écran. À peine décroché, Clarisse, viens tout de suite. Ton père est tombé à la maison. Ma main s'est tendue. Le stylo que je tenais est tombé sur la table. J'ai demandé, comment va mon père, Philippine? Il y a eu une seconde de silence de l'autre côté. Et puis Philippine a dit à voix basse, l'ambulance arrive. Ne t'inquiète pas. Ta mère est très effrayée. Je ne me souviens pas comment j'ai fermé le magasin ni combien de fois j'ai appelé Alexandre. Je me souviens seulement que pendant tout le trajet vers le village, j'avais une seule pensée en tête, mon père devait m'attendre, mais il y a des gens qu'on croit qu'ils resteront assis là à t'attendre encore de nombreuses années et quand tu reviens, leur chaise habituelle est toujours là. Mais eux ne sont plus là. Je suis arrivé à l'hôpital du district quand il était déjà midi passé. Dans le couloir des urgences, ma mère était assise sur une chaise en plastique, agrippant à deux mains le sac en tissu qu'elle portait habituellement pour faire les courses. Dès qu'elle m'a vu, elle s'est levée d'un bond et s'est effondrée à nouveau. Clarisse, ton père. Elle n'a pas eu le temps de finir la phrase quand le médecin est sorti. Rien qu'en voyant son expression, j'ai tout compris. Mon père n'a pas pu m'attendre. Il avait subi une hémorragie cérébrale massive. Les voisins l'ont découvert tôt. L'ambulance est arrivée rapidement, mais quand il a été admis, son état était déjà très critique. J'écoutais les explications du médecin, tandis que mes oreilles bourdonnaient. Ma mère s'agrippait à ma manche, répétant sans cesse, « Ce matin, il m'a encore demandé si nous allions manger de la viande ou du poisson, ma fille. » Je ne savais pas quoi lui répondre. Il y a des pertes qui arrivent si vite qu'avant d'avoir le temps de ressentir la douleur, il faut déjà signer des papiers, prévenir les proches et organiser le transfert à la morgue. Alexandre est arrivé presque 2 heures après moi. À ce moment-là, il a rempli son devoir de gendre, a appelé ses proches, m'a aidé à organiser le nécessaire, a soutenu ma mère pour monter en voiture et lui a dit, « Appuyez-vous sur moi, Rose. » Le chemin vers la maison est encore long. Je l'ai regardé à ce moment-là et je me suis sentie reconnaissante. C'est peut-être pour cela que plus tard, quand tout a changé, j'ai eu tant de mal à comprendre ce qui se passait dans la tête de cet homme. Les funérailles de mon père ont eu lieu les jours suivants. La petite maison du village, normalement silencieuse toute l'année, s'est remplie de monde. Parents, voisins et vieux amis de mon père entraient et sortaient du matin au soir. Dans la cour, il y avait toujours des thermos de café chaud et des chaises en plastique. À l'intérieur de la maison, l'odeur des bougies imprégnait l'air devant le petit hôtel improvisé. Ma mère ne pleurait presque pas à voix haute, elle restait assise d'un côté. Quand quelqu'un venait lui présenter ses condoléances, elle se levait pour remercier, et quand on lui posait des questions, elle acquiesçait.
La nuit, quand la plupart étaient partis, je l'ai vu en secret prendre la veste de mon père et la porter à son visage. Je me suis assise à ses côtés. Maman, dors un peu. Elle a secoué la tête. Ton père était frileux. Chaque année à cette heure, je devais déjà lui rappeler de mettre une autre veste. En disant cela, elle a réalisé la réalité et s'est effondrée. J'ai tourné la tête. Aussi nombreuses que soient les funérailles, elles se terminent toujours. Le jour où nous avons emmené mon père au cimetière, j'ai marché derrière le cercueil en ayant l'impression de ne pas toucher le sol. Quand ils ont jeté la dernière pelletée de terre, ma mère est restée immobile longtemps. Philippine a dû la soutenir pour qu'elle accepte de revenir. Cet après-midi-là, la maison est devenue terrifiante de silence. Il n'y avait plus de voix s'appelant dans la cour ni de bruit de vaisselle. Il ne restait que l'odeur de cire et la chaise en bois près de la fenêtre où mon père avait l'habitude de s'asseoir. Ma mère est passée plusieurs fois devant la chaise, mais n'a laissé personne la ranger. Elle a dit, laissez-la là. La maison est grande. Ça ne dérange pas. J'ai compris que ce n'était pas la chaise en elle-même qui la chagrinait, mais qu'elle craignait qu'en l'enlevant, le dernier vestige de mon père dans la routine quotidienne disparaisse. Je suis resté au village plus de 2 semaines. J'ai laissé le magasin à Madrid à mes 2 employés de confiance. Pour ce qu'elle devait décider, elle m'appelait. Les clients de toujours, sachant que j'étais en deuil, ont été compréhensifs et personne ne m'a pressé. Alexandre est rentré plus tôt en ville pour son travail. Avant de partir, il m'a dit, reste plus de jours avec ta mère. Je me débrouille seul à Madrid. À ce moment-là, j'ai continué à penser que mon mari était compréhensif. Les jours suivant les funérailles m'ont inquiété encore plus. Ma mère n'a pas complètement arrêté de manger. De l'extérieur, il semblait qu'elle menait une vie normale. Le matin, elle balayait la cour et changeait l'eau des fleurs devant sa photo. À midi, elle préparait quelques légumes et un peu de poisson, mais elle faisait tout par inertie. Un jour, alors que je faisais la vaisselle, je l'ai entendue appeler depuis la cour, « Antoine, apporte-moi », elle s'est arrêtée net. Nous nous sommes regardés. Elle a forcé un sourire. L'habitude. J'ai baissé la tête pour continuer à faire la vaisselle et je n'ai pas remarqué quand mes larmes sont tombées dans l'évier. Je voulais rester plus longtemps, mais je ne pouvais pas laisser le magasin entre les mains d'autres indéfiniment. En fin d'année, les commandes de cadeaux commençaient à augmenter. La marchandise arrivait en continu et ma mère insistait pour que je parte. « Qu'est-ce que tu fais ici à perdre ton temps avec tout le travail que tu as ?» Je lui ai dit que je n'étais pas tranquille de la laisser seule. Elle a répondu doucement, mais avec fermeté, « Je n'ai pas 3 ans. Philippine est à côté et la famille vit aussi à proximité. Retourne à tes affaires. Quand je serai très triste, je t'appellerai. » Parfois, les personnes âgées sont étranges. Quand elles se sentent plus fragiles à l'intérieur, plus elles essaient de montrer qu'elles n'ont besoin de personne. Le matin où je suis retourné à Madrid, ma mère m'a accompagné jusqu'à la porte de la rue. Je suis monté dans la voiture et elle était toujours là, debout. J'ai baissé la vitre. « Entre, maman. Il fait froid. » Elle a fait un geste de la main. « Va-t'en. Appelle-moi quand tu arrives. » Pendant que la voiture avançait dans la rue, j'ai regardé dans le rétroviseur et je l'ai vue debout près de la grille en fer, seule. Cette image m'a poursuivi tout au long du voyage. De retour à Madrid, je me suis consacré à rattraper les commandes en retard. Cette nuit-là, Alexandre m'a demandé, « Ta mère va bien ?» J'ai répondu, « Je la vois tenir par pure volonté. » Il a commenté, « Les personnes âgées qui perdent leur partenaire mettent du temps à s'adapter. » Je pensais la même chose. 3 jours plus tard, vers 20h, Philippine m'a appelé. À peine avait-elle décroché, sa voix, ce n'est pas pour l'emmener à l'hôpital, mais je la vois et ça ne va pas. Le cœur m'a serré. Philippine m'a raconté que depuis mon départ, ma mère parlait avec les voisins pendant la journée, mais le soir, elle restait assise sur le porche longtemps. La nuit précédente, Philippine était allée lui apporter un plat de soupe et a vu qu'il y avait 2 assiettes et 2 jeux de couverts sur la table. Quand Philippine lui a demandé, ma mère est restée absorbée et un peu plus tard, elle a retiré l'une des assiettes. Philippine a soupiré, toute une vie ensemble du matin au soir. Ce n'est pas facile de s'habituer d'un coup. Regarde s'il y a un moyen qu'elle soit accompagnée un temps. Je suis resté paralysé. Dans le salon, Alexandre regardait les informations.
Je suis allé m'asseoir devant lui. Je veux ramener ma mère pour un temps. Alexandre a baissé le volume de la télévision. Combien de temps? J'y avais déjà pensé. Jusqu'à la messe du mois de mon père. Il reste environ 3 semaines. Ce jour-là, je la ramène au village pour la messe. Je vois comment elle va et ensuite nous décidons. Alexandre a froncé les sourcils. Après la messe du mois, elle retournera définitivement au village. Non. Cette question m'a arrêté. Je l'ai regardée. Je ne sais pas encore. Si elle va bien, elle y retournera. Sinon, je ne peux pas la laisser au village et m'en désintéresser. Alexandre s'est appuyé sur le canapé et est resté silencieux un instant. J'ai continué. Ma mère a sa pension, elle a ses économies. Je ne la ramène pas pour que tu la maintiennes. Je ne veux juste pas qu'elle soit seule en ce moment. Il a exhalé. Je n'ai pas parlé d'argent. Alors, quel est le problème? Alexandre a regardé l'écran de la télévision silencieuse et a répondu, « Je crains juste que les personnes âgées s'habituent à leur vie au village. En venant ici, la routine est différente et elles, comme nous, seront mal à l'aise. » J'ai adouci mon ton. Ce n'est que 3 semaines, Alexandre. Mon père vient de mourir. Il est resté silencieux quelques secondes de plus et a ensuite hoché la tête. Comme tu veux, si tu penses que c'est nécessaire, ramène-la. J'ai soupiré de soulagement. À ce moment-là, j'ai cru qu'Alexandre était juste une de ces personnes qui aiment avoir tout clair. Demander les délais à l'avance pour planifier leur routine. Je ne savais pas que la phrase « après la messe du mois, elle retournera définitivement au village » n'était pas une question innocente. C'était le premier signe que dans l'esprit de mon mari, ma mère pouvait venir, mais uniquement comme une invitée qui avait une date de départ. 3 jours après cette conversation, j'ai organisé mon travail et suis retourné au village chercher ma mère. Je suis parti très tôt. La route était couverte d'une fine couche de brouillard. Plus je m'approchais du village, plus mon cœur se serrait. Il y a moins d'1 mois, par cette même route, j'avais volé vers l'hôpital, souhaitant que mon père m'attende. Maintenant, je revenais pour sortir ma mère de la maison où elle avait vécu avec lui pendant plus de 40 ans. Dès que j'ai garé la voiture devant la porte, j'ai vu ma mère balayer la cour. « Que fais-tu » Réveillée si tôt. Elle s'est appuyée sur le balai, m'a regardé et a souri. Ce n'était que 4 feuilles pour ne pas penser à des bêtises. Je suis entré dans la maison. Le petit déjeuner sur la table n'était qu'une tranche de pain et un peu d'huile. Devant la photo de mon père, ma mère avait allumé une petite bougie et tenait son chapelet entre ses mains. Je lui ai demandé, « Tu as déjà tes affaires prêtes ?» Elle a désigné une petite valise près du lit. « C'est là. Je pars quelques semaines. Il n'est pas nécessaire que j'emporte toute la maison. » Je l'ai ouverte. Quelques vêtements, sa boîte de pilules contre la tension, un foulard fin et son carnet avec les numéros de téléphone de la famille. À côté, il y avait une petite photo de mon père quand il était encore en bonne santé. « Tu emportes sa photo ?» j'ai dit. Elle a caressé doucement le bord de l'image. « C'est petit. Je la mettrai sur la table de chevet la nuit pour ne pas me sentir si vide. » Les cendres de mon père et son autel principal sont restés au village. J'ai demandé à Philippine et à mon oncle Emmanuel de passer y jeter un coup d'œil les jours où ma mère serait à Madrid. Elle a insisté plusieurs fois pour que pour la messe du mois, nous devions revenir un jour avant pour tout préparer. Avant de fermer la porte à clé, ma mère est restée longtemps debout devant la photo. Elle a allumé une nouvelle bougie et a murmuré, « Reste à la maison, Antoine. Je vais passer quelques jours avec Clarisse et ensuite je reviens. » J'ai tourné la tête de l'autre côté. Une phrase si normale qui sonnait comme si quelqu'un me serrait la poitrine. Nous sommes arrivés à Madrid presque à midi. Alexandre avait son matin de libre et était à la maison. En voyant ma mère entrer, il s'est approché pour aider avec la valise. « Elle est là, Rose. Vous n'êtes pas fatigué du voyage ?» Ma mère s'est empressée de répondre, « Non, mon fils, je ne suis pas fatigué. Je viens rester avec vous jusqu'à la fin du mois d'Antoine. Ensuite, je reviendrai. Vivez votre vie normale. Ne changez rien pour moi. » Alexandre a posé la valise près de la porte de la chambre et a souri. « Bien sûr, Rose, reposez-vous. Si vous avez besoin de quelque chose, dites-le à Clarisse.
La réponse a semblé si normale que je me suis senti soulagé. J'ai emmené ma mère dans la petite chambre au bout du couloir, que nous utilisions auparavant comme bureau et débarras. J'avais changé les draps, mis un fauteuil et laissé une bouteille d'eau à côté de sa boîte de médicaments sur la table de chevet. Ma mère a regardé autour d'elle et m'a doucement réprimandé. « Pourquoi tant de peine ? Je dors n'importe où. » J'ai ri. « Si tu dors sur le canapé, Alexandre devra te demander la permission la nuit pour aller aux toilettes. » Elle a ri aussi. C'était la première fois depuis la mort de mon père que je voyais son visage se détendre vraiment. À ce moment précis, j'ai pensé que si j'arrivais à ce qu'elle mange et dorme bien et ait quelqu'un avec qui parler chaque jour, en quelques semaines, elle serait beaucoup mieux moralement. Je n'imaginais pas que cette maison allait bientôt devenir un endroit où ma mère devrait mesurer chacun de ses pas. L'appartement où nous vivions n'appartenait pas à la famille de mon mari, ni ne m'avait été offert par mes parents. Je l'avais acheté seul avant d'épouser Alexandre. À 24 ans, j'ai commencé à vendre des produits gourmands. À cette époque, je n'avais pas de magasin physique ni d'employés. J'achetais des produits à un fournisseur de confiance d'une de mes cousines et je les vendais à ma famille, à mes amis et à mes connaissances. Je notais les commandes dans un carnet. Je préparais moi-même les colis et les livrais en main propre s'ils étaient proches. Il y avait des semaines où je vendais à peine 2 jambons ou quelques bouteilles d'huile, mais je continuais. Je pensais que les affaires, c'est comme planter un arbre. Ce que tu sèmes aujourd'hui ne porte pas ses fruits demain. Les clients essayaient le produit, l'aimaient et me recommandaient. Ensuite, j'ai commencé à vendre sur Internet et avec l'essor des réseaux sociaux, je suis passé à la vente en ligne. À Noël, avec les paniers cadeaux, je réalisais une bonne marge bénéficiaire. Je vivais avec austérité. Je n'achetais pas de vêtements de marque et je ne changeais pas de voiture si l'ancienne fonctionnait encore. Certains me disaient qu'il fallait profiter de sa jeunesse. Quand j'aurai mon propre toit, je profiterai. Après 4 ans comme ça, j'ai économisé une bonne somme. Juste à ce moment-là, une famille qui vivait dans un quartier de la périphérie avait besoin de déménager au village et vendait sa maison sur une parcelle de bonne taille. C'était une vieille maison. Le toit était décoloré. Le sol de la cour était irrégulier, mais la rue était large et les papiers étaient en règle. J'ai adoré dès la première fois que je l'ai vue. Non pas parce qu'elle était magnifique, mais parce qu'en m'arrêtant dans cette cour, j'ai pensé qu'avec un peu d'effort, cet endroit pourrait être le mien. J'ai acheté la maison à 28 ans, je l'ai payée avec mes économies et j'ai contracté un petit prêt personnel pour couvrir ce qui manquait, que j'ai entièrement remboursé avant de me marier. Les actes, les contrats et les reçus étaient tous à mon nom de jeune fille. J'ai épousé Alexandre 3 ans plus tard. Après le mariage, il a emménagé avec moi. Je ne lui ai jamais dit « tu vis dans ma maison ». Cela me semblait déplacé. Une fois mariés, nous payions la nourriture à moitié, nous mangions ensemble et nous nous réveillions sous le même toit. Si tous les jours on sépare le tien du mien, la cohabitation s'épuise. Après notre mariage, nous avons tous les deux mis de l'argent pour faire des rénovations. Nous avons réparé les fuites du toit, posé un nouveau sol, agrandi la cuisine et installé de nouvelles fenêtres. Alexandre a mis sa part. Je ne l'ai jamais nié, mais le terrain et la maison d'origine, je les ai achetés avant le mariage et il y avait des documents qui le prouvaient. Ce qui se passe, c'est que pendant 13 ans, ce sujet n'avait jamais été discuté entre nous. Un jour, ma belle-mère a demandé « Cette maison, tu l'as achetée avant, Clarisse ?» Alexandre a souri et a dit « Maintenant, nous vivons ici tous les deux, donc la maison est à nous deux. » À qui d'autre serait-elle ? Je l'ai écouté et je me suis contenté de sourire. Je me suis même réjoui intérieurement. Je pensais que c'était le sens de fonder une famille, quelque chose qui commence avec l'effort de l'un, mais qu'une fois marié, on entretient à deux. L'après-midi où ma mère est arrivée, j'ai préparé une purée légère et du merlan bouilli, car elle n'avait pas beaucoup d'appétit. Alexandre est arrivé plus tard que prévu. Nous nous sommes assis tous les trois pour dîner. Ma mère n'arrêtait pas de servir de la nourriture à son gendre. « Mange, mange. J'ai déjà honte de vous déranger en étant venu ici. » Alexandre a répondu « Ne dites pas ça, Rose. Ce n'est pas un dérangement. » En entendant cela, mon cœur s'est à nouveau un peu allégé. Après le dîner, ma mère a voulu faire la vaisselle. Je l'ai écartée. « Va te reposer. Ici, tu n'as pas le titre de belle-mère servante. » Elle a ri. « Quelles idées tu as ?
Alexandre, assis dans le salon, a ri avec nous. À ce moment-là, si quelqu'un m'avait demandé si nous avions des problèmes familiaux, j'aurais répondu que non. Tout semblait aller bien. Ma mère avait une chambre propre. Alexandre continuait de l'appeler « maman ». Je continuais de croire que si nous étions tous les trois un peu tolérants pendant quelques semaines, la situation passerait. Je ne savais pas que cette paix était beaucoup plus fragile que je ne l'imaginais. Et aussi parce que pendant 13 ans, je n'avais jamais utilisé la maison pour prendre le dessus sur lui. Alexandre s'était tellement habitué à y vivre qu'il avait oublié quelque chose de très simple, que personne ne parle des titres de propriété ne signifie pas qu'ils n'existent pas. La première semaine de ma mère avec nous s'est déroulée assez tranquillement. Peut-être parce qu'elle était nouvelle dans la maison, elle était plus prudente que d'habitude. Elle se levait tous les jours à 5h30 du matin, faisait le lit méticuleusement et ouvrait la porte de sa chambre avec le plus grand soin. Elle levait même les pieds en marchant avec ses pantoufles dans la maison pour ne pas les traîner, comme si elle craignait que le moindre bruit ne dérange quelqu'un. Je lui ai dit, agis normalement. C'est ta maison. Elle a souri. Je suis ici en prêt. Faire un peu attention ne coûte rien. Entendre l'expression « en prêt » m'a fait mal, mais la connaissant, j'ai préféré ne pas discuter. Les premiers jours, Alexandre la saluait normalement. Le matin, avant d'aller travailler, il lui demandait « Avez-vous bien dormi, Rose ?» Elle répondait « Oui, mon fils, le matelas est plus moelleux que celui du village. » Un jour, Alexandre a acheté des oranges, les a posées sur la table et m'a dit « Pèle-en quelques-unes pour ta mère après. » Ces détails me convainquaient que je m'étais inquiété sans raison. Je pensais que sa question, après la messe du mois, était juste parce qu'il voulait s'organiser, mais la deuxième semaine, de petits grains de sable ont commencé à apparaître. Ma mère avait l'habitude de prendre un petit déjeuner léger. Depuis la mort de mon père, elle avait encore plus de mal à avaler la nourriture. Ce jour-là, elle s'est levée tôt et a préparé un bol de soupe à l'ail très légère, à peine pour 2 assiettes. J'étais en train de me changer quand j'ai entendu Alexandre dans la cuisine, « Elle va cuisiner tous les jours juste pour vous ?» Je suis sorti. Ma mère avait la louche à la main avec une expression embarrassée. Oui, quelque chose de chaud me passe mieux. Je n'en ai fait qu'un petit peu, mon fils. Alexandre a regardé la casserole et a dit, « Je demande ça parce que nous n'allumons normalement pas le feu le matin. » J'ai vu ma mère baisser immédiatement le feu au minimum et forcer un sourire. À partir de demain, je mangerai une tartine. Ce n'est rien. Je me suis assise et j'ai tiré une chaise. Si tu as envie de soupe à l'ail, fais des soupes à l'ail. Ce n'est qu'une casserole. Ce n'est pas si grave. Alexandre n'a rien dit de plus. Il a pris les clés et est parti travailler. Cette nuit-là, quand ma mère était déjà dans sa chambre, il m'a demandé, « Je suppose que ce mois-ci, la facture d'électricité et de gaz augmentera pas mal, non ?» Moi, qui étais en train de répondre aux messages des clients, j'ai levé les yeux. Il y a une personne de plus à la maison ? C'est normal que ça monte un peu. Alexandre a souri froidement. Je n'ai pas dit que ce n'était pas normal. Je le commande juste. Et pourquoi le commandes-tu ? Pour le savoir, tu te mettrais sur la défensive. Je ne lui ai pas répondu. Avec nos 2 salaires, quelques euros de plus ne représentaient pas une dépense significative. Ce qui me dérangeait, ce n'était pas le chiffre, mais qu'il commence à tenir les comptes. 2 jours plus tard, ma mère a lavé quelques vêtements et les a étendus sur le balcon, en les plaçant soigneusement dans un coin pour nous laisser de la place. Quand je suis rentré l'après-midi, j'ai vu que les vêtements de ma mère avaient été ramassés, bien qu'ils fussent encore un peu humides. J'ai demandé, « Pourquoi les as-tu retirés si tôt ?» Avant que ma mère ne puisse répondre, Alexandre a parlé depuis le salon. C'est moi qui les ai enlevés. Ils occupaient tout le balcon et dérangeaient la vue. Je me suis tourné vers lui. Ce sont 3 ou 4 vêtements. Je ne lui ai pas dit de ne pas les étendre, juste de les mettre plus près. Ma mère s'est empressée d'intervenir, « Demain, j'étendrai moins. Ne vous disputez pas pour une bêtise. » En parlant, elle a emporté les vêtements dans sa chambre. Je l'ai regardé partir, sentant un poids sur ma poitrine. À partir de ce jour, j'ai fait plus attention. Alexandre n'a jamais grondé ma mère directement. Il continuait de la saluer quand il arrivait, mais les gestes qui étaient auparavant naturels ont commencé à disparaître. Au dîner, dès qu'il avait fini, il se levait et allait dans la chambre.
Il ne restait plus à regarder le journal télévisé ni à discuter avec ma mère. Un jour, Madame Rose lui a demandé « As-tu eu beaucoup de travail aujourd'hui, mon fils ?» Alexandre s'est contenté de dire « Normal » et a baissé les yeux vers son téléphone. Ma mère, qui parlait déjà peu, voyant que son gendre ne voulait pas converser, a elle aussi cessé de le faire. Un après-midi, je suis passé au supermarché et j'ai acheté à ma mère quelques cartons de lait enrichi car elle mangeait très peu dernièrement. À peine les ai-je posés sur la table qu'Alexandre les a vus. « Tu les as achetés à ta mère ?» ?»« Oui. »« Avec sa pension, pourquoi lui achètes-tu tout ? » ?»« Qu'est-ce que tu dis ?» Alexandre gardait un ton très calme. « Je dis juste. Ta mère a son argent. Elle peut s'acheter ses affaires personnelles. Pourquoi dois-tu tout lui acheter ? » J'ai laissé le sac sur la table. « C'est ma mère. J'achète un carton de lait à ma mère et tu te mets à faire des comptes. Je ne te l'interdis pas, mais tu analyses tout. » Alexandre a froncé les sourcils. « Clarisse, ne transforme pas chacune de mes phrases en drame. Je dis juste que si une personne âgée a des revenus, elle devrait être indépendante. C'est tout. » J'ai baissé la voix pour que ma mère ne nous entende pas. « Ma mère ne t'a pas demandé un centime. Et je n'ai pas dit qu'elle l'avait fait. » J'allais continuer à discuter, mais j'ai entendu le bruit de la porte de la chambre se fermer dans le couloir. J'ai su que ma mère avait entendu, du moins en partie. Le lendemain matin, juste au moment où je me préparais à aller au magasin, ma mère m'a tendu une petite enveloppe. « Qu'est-ce que c'est, maman ? » ?»« Pour la nourriture. » J'ai cru qu'elle plaisantait. « Quelle nourriture ? » ?»« Je suis ici depuis presque 2 semaines. La lumière, l'eau, la nourriture, tout s'ajoute. Prends ça. » Je lui ai rendu l'enveloppe et lui ai dit de la garder. Elle a insisté pour me la mettre dans la main. J'ai ma pension. Je ne suis pas sans le sou. Tu as entendu ce qu'Alexandre a dit la nuit dernière ? Elle a évité mon regard. Je n'ai rien entendu. J'y pensais depuis avant. J'ai laissé l'enveloppe sur la table. Tu m'as élevé pendant plus de 20 ans. M'as-tu déjà fait payer la nourriture ? Ma mère a forcé un sourire. Tu es ma fille. C'est différent. Différent en quoi ? Tu vis avec ta fille. Elle est restée silencieuse un moment et a ensuite dit à voix basse, mais c'est aussi la maison de ton mari. Je ne veux pas qu'il pense que je suis venu profiter. Cette phrase m'a serré la gorge. J'ai voulu lui dire que cette maison était la mienne avant que j'épouse Alexandre. J'ai voulu lui dire qu'elle n'avait à prouver à personne qu'elle avait de l'argent pour acheter du lait ou payer un repas, mais je me suis retenu car si je disais ces mots à ce moment-là, je serais moi-même en train de transformer mon foyer en un calcul de titre de propriété. J'ai seulement pris sa main. Garde ton argent. Si un jour tu veux t'acheter quelque chose, achète-le. Mais tant que tu es avec moi, manger un plat de plus ne sera un fardeau pour personne. Ma mère a acquiescé, mais j'ai su qu'elle n'était pas tranquille. Cette nuit-là, elle n'a pas préparé de soupe à l'ail. Le lendemain matin non plus. Quand je lui ai demandé, elle m'a dit que cela lui était égal de manger. Sur le balcon, ses vêtements n'occupaient déjà plus que l'espace de 2 cintres à chaque fois. Le lait que je lui avais acheté, elle le buvait très lentement. Il y avait des jours où j'ouvrais le réfrigérateur et le carton était toujours entier. Ces changements étaient si minimes qu'Alexandre ne s'en est probablement même pas rendu compte. Mais moi, je les ai tous remarqués. Une mère qui avait l'habitude d'entrer dans la cuisine de sa fille avec toute la naturelle du monde, y réfléchissait maintenant à 2 fois avant d'allumer une cuisinière. Une femme avec une pension, avec sa propre maison dans son village, qui n'avait jamais demandé 1 euro à son gendre. Elle devait prouver en silence qu'elle n'était pas là en tant qu'assistée. Avant, je pensais que la froideur devait être une insulte, un affront violent ou une grande dispute pour être considérée comme nuisible. Plus tard, j'ai compris que parfois ce ne sont que ces regards et ces questions apparemment inoffensives, répétées suffisamment de fois, qui font que quelqu'un se sent de trop dans la maison de sa propre fille. À partir de ce moment, j'ai senti un obstacle dans mon cœur, pas assez grand pour le considérer comme une rupture, mais suffisant pour qu'à chaque fois que je regardais Alexandre, je me pose une question que je ne m'étais pas posée en profondeur pendant les 13 années précédentes. Si la personne qui occupait cette chambre était sa mère, aurait-il tenu compte de choses si insignifiantes ? Le lendemain matin, j'ai ouvert la porte de la chambre de ma mère et l'ai trouvée levée depuis un moment.
Elle était assise près de la fenêtre, distribuant ses pilules contre la tension dans un petit pilulier hebdomadaire. Je lui ai demandé si elle avait pu dormir. Elle a souri. Oui. En vieillissant, dormir peu devient une habitude. Je savais qu'elle mentait, elle avait des cernes et son visage s'était visiblement creusé après seulement quelques semaines de la mort de mon père. Depuis qu'elle avait emménagé chez moi, elle essayait de se rendre invisible, comme si elle craignait que sa tristesse ne soit un dérangement pour les autres. J'étais sur le point de lui dire quelque chose quand Alexandre m'a appelé du salon. Clarisse, viens un instant. Il était debout près de la table de la salle à manger, une tasse de café à la main. Combien de temps reste-t-il avant la messe du mois? 18 jours. Alexandre a acquiescé. Alors, après la messe, ta mère retournera au village, n'est-ce pas? Encore la même question. Ce n'était pas la première fois, mais cette fois-ci, elle ne sonnait plus comme une simple demande d'organisation. Tu as si envie que ma mère s'en aille? Alexandre a froncé les sourcils. Je demande pour savoir. Je te l'ai demandé 3 fois parce que tu ne m'as pas donné de réponse sûre. Je l'ai regardé fixement. Ma mère vient de perdre son mari. Je ne peux pas te garantir que juste 30 jours après la messe, elle cessera d'être triste, cessera d'avoir des insomnies et pourra retourner au village vivre seule. Alexandre a soupiré. Ne dis pas ça comme si je chassais ta mère. Je n'ai pas dit ça. C'est vrai. Tu ne l'as pas dit, mais il y a des choses qu'il n'est pas nécessaire de dire. L'attitude parle d'elle-même. Soudain, je me suis souvenu de quelque chose qui s'était passé il y a 6 ans. Cette année-là, ma belle-mère, Madame Isabelle, souffrait de fortes douleurs au genou. Le médecin avait indiqué une chirurgie, suivie de rééducation et de révision pendant assez longtemps. Sa maison était loin de l'hôpital. C'est Alexandre qui a dit, et si nous faisions venir ma mère vivre avec nous? Ce serait quelques mois. J'ai seulement demandé quand elle arrivait. Madame Isabelle a vécu avec nous presque 8 mois. Au début de l'opération, elle avait beaucoup de mal à marcher. Alexandre partait travailler tôt et revenait souvent tard. C'est moi qui l'ai emmené à presque toutes ses visites médicales, qui l'ai attendu, récupéré ses médicaments, ramené chez elle et lui échauffé de l'eau pour les pieds. Un jour, elle avait tellement mal en marchant qu'elle s'est fâchée. Je ne marche plus. Si ça fait si mal, à quoi ça sert? Je l'ai aidée à s'asseoir. Isabelle, si tu arrêtes aujourd'hui, demain le médecin nous grondera toutes les deux. Madame Isabelle, toujours agacée, a dit, si on me gronde, qu'est-ce que ça peut faire? C'est moi qui t'amène à l'hôpital. Je suis solidairement responsable. J'ai plaisanté. Elle a ri et a accepté de se lever et de continuer à pratiquer. Je n'ai jamais considéré cela comme un mérite. C'était ma belle-mère. Dans une famille, celui qui est en bonne santé prend soin de celui qui est faible. Alors Alexandre m'a dit, les parents vieillissent. Quand ils tombent malades, sur qui vont-ils s'appuyer, sinon sur leurs enfants? J'étais d'accord avec lui et précisément parce que je le croyais de tout mon cœur, maintenant cette phrase avait un goût très amer. J'ai traîné une chaise et je me suis assise en face de lui. Te souviens-tu quand ta mère a été opérée du genou? Il m'a regardé immédiatement. Pourquoi mêles-tu ma mère à ça? Parce que je veux que ce soit clair. Ta mère est restée ici presque 8 mois. T'ai-je déjà demandé quand elle allait partir? Alexandre a posé la tasse de café. Ce sont des situations différentes. Différentes en quoi? Ta mère venait d'être opérée. Ma mère vient de perdre son mari. Il est resté silencieux. J'ai continué. Quelqu'un qui a mal à la jambe a besoin de soins. Quelqu'un qui vient de perdre la personne avec qui il a vécu plus de 40 ans n'a-t-il pas besoin de compagnie? Alexandre a froncé les sourcils. Je n'ai pas dit ça. Mais tu n'arrêtes pas de demander quand elle part. Avant, nous n'étions que 2 à la maison, soudain il y a quelqu'un d'autre. La routine change. Est-ce mal de le demander? J'ai gardé une voix ferme. Le jour où ta mère est venue, nous étions aussi 2 à la maison. Alexandre a détourné le regard. Tu as dit un jour que les conjoints ont des responsabilités envers leurs parents. Cette responsabilité ne s'applique qu'au tien. Il s'est levé. Je te l'ai déjà dit. Ne mêle pas ma mère à ça. Pourquoi? Ne sont-elles pas toujours les mères de nous deux? Je te demande, où est la différence?
Alexandre s'est retourné brusquement. Peut-être parce qu'il se sentait acculé et ne voulait pas répondre. Il a lâché, ma mère est différente. Je suis restée stupéfaite. 4 mots sans élever la voix, mais plus blessants qu'une insulte. Je lui ai demandé, différente en quoi? Alexandre n'a pas répondu. Dis-le-moi. En quoi ta mère est-elle différente de la mienne? Il a pris son téléphone avec irritation. Si tu veux chercher la petite bête dans chaque mot que je dis, je ne veux plus parler. Il est allé directement dans la chambre. Je suis restée assise à la table de la salle à manger, avec ce « ma mère est différente » gravé dans ma tête comme une épine. J'ai commencé à me souvenir de beaucoup de choses que j'avais laissées passer. Quand on célébrait l'anniversaire du décès du grand-père d'Alexandre, même si le magasin était plein de travail, il me disait « essaie de fermer. Si la belle-fille manque, ma mère sera contrariée. » Et je m'organisais. Quand c'était l'anniversaire de ma grand-mère maternelle, je lui demandais s'il viendrait avec moi. Il répondait souvent « vas-y devant. Je verrai si je suis très occupé. » Une fois, quand mon père est venu à Madrid pour une visite médicale, j'ai demandé à Alexandre de le déposer à l'hôpital parce que j'avais une livraison tôt au magasin. Il n'a pas refusé, mais il m'a demandé « et il ne peut pas prendre un taxi ?» Je m'excusais moi-même en pensant que les hommes qui travaillent sont toujours occupés, mais quand sa mère avait plus mal aux jambes que d'habitude, Alexandre me regardait et disait « Clarisse, si tu as un moment, passe voir comment va ma mère. » Mon moment était tenu pour acquis, tandis que son temps pour mes parents dépendait de son emploi du temps. C'étaient des détails individuels et petits, si petits que si tu les racontais à quelqu'un, il te dirait « Oh, les hommes sont comme ça. » Je le pensais aussi, je l'appelais « différence de caractère ». Je disais que les hommes ne faisaient pas attention, qu'il était plus commode que chacun s'occupe de sa famille. Mais ce jour-là, pour la première fois, j'ai vu mes 13 ans de mariage comme une séquence ininterrompue de faits. Les engagements de la belle famille étaient des obligations familiales. Les engagements de ma famille étaient mes affaires. Que sa mère ait mal quelque part était la responsabilité des deux. Que ma mère soit déprimée était quelque chose que je devais résoudre. Et quand je lui ai demandé pourquoi, sa dernière réponse fut simplement « ma mère est différente ». Cet après-midi-là, je suis allé au magasin, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Une employée a vu que je me trompais dans 2 commandes et m'a demandé « Tu es fatiguée, Clarisse ?» J'ai souri. Il me manque du café. Je n'ai pas parlé des problèmes de la maison. Je savais que raconter les choses à chaud ne faisait qu'aggraver les problèmes. J'avais besoin de penser clairement. En rentrant le soir, ma mère était dans la cuisine en train de peler des légumes. En me voyant, elle a demandé « Tu as beaucoup vendu aujourd'hui, ma fille ?» Normal, maman. Elle a regardé vers le salon et a baissé la voix. Alexandre n'est pas encore arrivé? Pas encore. Ma mère a acquiescé. Travailler toute la journée fatigue beaucoup. Quand il arrivera, ne lui parle pas de choses qui l'irritent. J'ai regardé ses mains occupées avec les légumes, même en pressentant que son gendre était mécontent de sa présence. Sa première pensée était de ne pas causer de problème à sa fille. Dans de nombreuses familles, il existe encore cette règle non écrite, on s'attend à ce que la belle-fille prenne soin des beaux-parents comme une fille. Mais le gendre est toujours traité comme un roi, comme un invité d'honneur. Je n'ai jamais voulu vivre sous cette devise. Je me suis efforcé de traiter ma belle-mère comme ma mère, en assumant les problèmes de la famille de mon mari comme les miens. Convaincu qu'en nous mariant, les 2 parties devenaient une seule famille. Mais il s'avère que pendant 13 ans, peut-être n'ai-je été que celle qui tentait d'effacer cette ligne qui, pour Alexandre, restait clairement délimitée et inclinée d'un seul côté. Cette nuit-là, pour la première fois, j'ai cessé de me consoler en pensant que mon mari était simplement distrait. J'ai donné un nom à ce qui me dérangeait, 2 poids, 2 mesures. Et une fois que je l'ai vu, je ne pouvais plus faire semblant qu'il n'existait pas. Cette nuit-là, la température a chuté très rapidement. Le soleil avait brillé pendant la journée, mais vers 22 heures, le vent sifflait à travers les fentes des fenêtres. Ma mère dormait mal depuis plusieurs nuits et avait la gorge sèche. Je finissais de vérifier des bons de livraison du magasin quand je l'ai entendu essayer de retenir sa toux. J'ai posé mon téléphone, suis allé à la cuisine, lui ai servi un verre d'eau tiède et ai pris un châle. Alexandre, qui était déjà couché, m'a vu passer et a demandé « Encore la toux ?» Oui. Elle a sûrement pris froid.
Il a remonté la couverture jusqu'à la taille. Il n'a pas parlé fort, mais je l'ai parfaitement entendu. Depuis que ta mère est venue, les horaires de cette maison sont sens dessus dessous. Je me suis arrêté à la porte. Que as-tu dit? Alexandre s'est redressé, s'appuyant sur les coudes. Je dis juste la vérité. Avant, nous menions une vie tranquille, nous deux seuls. Maintenant, il y a des bruits dans la cuisine au milieu de la nuit, dès toute la nuit et il faut être sur le qui-vive pour tout. Je l'ai regardé. Ma mère ne restera ici que quelques semaines de plus, jusqu'à la messe du mois de mon père. Alexandre a tourné la tête de l'autre côté. J'espère que ce sera le cas. Cette phrase n'était pas un cri, mais elle était plus glaciale que le vent qui fouettait la fenêtre. Je ne voulais pas discuter alors que ma mère était malade, alors j'ai continué mon chemin avec l'eau. En arrivant dans le couloir, j'ai vu que la porte de ma mère était entr'ouverte. Elle était juste derrière et nous nous sommes regardés. J'ai su qu'elle avait tout entendu. Immédiatement, elle s'est retournée, faisant semblant de ranger une veste accrochée derrière la porte et a dit « J'avais très soif. J'allais sortir chercher de l'eau. » Je lui ai donné le verre. « Je te l'apporte. » Elle l'a pris et a souri légèrement. « Allez, va dormir. Je bois ça et je me couche. » Je lui ai remonté la couverture et je suis retourné dans ma chambre. Alexandre était déjà tourné vers l'autre côté. Je n'ai rien dit de plus non plus. Cette nuit-là, même si nous n'étions séparés que d'un traversin, j'ai eu l'impression que nous étions à des kilomètres l'un de l'autre. Le lendemain matin, ma mère s'est levée plus tard que d'habitude. Elle n'est pas descendue à la cuisine. Alors que je me préparais à aller au magasin, elle m'a appelé. « Clarisse, viens ici que je te dise quelque chose. » Je me suis assise au bord du lit. Elle a plié et déplié son mouchoir plusieurs fois avant de dire « Clarisse, emmène-moi au village. » Je l'ai regardée. « Déjà, maman ? » « Oui, l'hôtel de ton père est toujours là. Je ne suis pas tranquille d'être absente si longtemps et en plus j'ai le potager et mes jardinières. » Je lui ai dit que Philippine continuait à allumer des bougies en son nom et que nous avions déjà convenu de revenir pour la messe du mois. Elle a secoué la tête. Il n'est pas nécessaire d'attendre ce jour-là. Je rentre avant. Je ne voulais pas mâcher mes mots. Tu as entendu Alexandre la nuit dernière, n'est-ce pas? Sa main s'est arrêtée. Je n'ai rien entendu, juste que tu étais dans le couloir et je t'ai vu par la porte. Le silence s'est fait pendant un moment et elle a ensuite soupiré. Bon, j'ai un peu entendu. J'avais la gorge nouée. Ne lui en veux pas, maman. Je vais lui parler. Elle m'a rapidement saisi la main. Non, c'est précisément pour ça que je te demande de m'emmener. S'il se trompe, il s'en rendra compte. À quoi bon que je reste ici si vous ne faites que vous disputer? J'ai regardé son visage émacié. Elle a continué, Alexandre travaille toute la journée et arrive fatigué. Vous avez toujours été deux. C'est normal qu'il ait du mal à s'habituer. Au village, je me débrouille seul. Je lui ai demandé, tu veux vraiment rentrer ou tu as peur qu'il s'énerve? Elle a détourné le regard. Je suis âgé. Je suis bien n'importe où. Cette seule phrase m'a fait plus mal que ce qui s'était passé la nuit précédente. Une veuve de 66 ans, qui n'avait même pas passé un mois sans son mari, disant « Je suis bien n'importe où », juste pour ne pas être une cause de dispute entre sa fille et son gendre. Elle m'a de nouveau conseillé qu'il était préférable de céder pour maintenir la paix à la maison. Qu'après 13 ans de mariage, je ne devais pas en faire un monde pour quelques jours qu'elle avait passés avec nous. Je suis resté silencieuse et j'ai ensuite demandé, si c'était sa mère qui était ici? Tu crois qu'il la laisserait retourner seule au village? Ma mère n'a pas répondu immédiatement. J'ai continué. Quand sa mère a été opérée, tu sais combien de temps elle est restée? Ai-je déjà dit que ça bouleversait notre vie? Ma mère m'a reproché avec douceur, c'est du passé. Ne tiens pas les comptes. Je ne lui reproche rien. Je veux juste savoir pourquoi, étant toutes deux mères, le traitement est différent. Elle m'a regardé avec un mélange de compassion et d'inquiétude. Une fille mariée doit parfois céder. J'ai souri tristement. J'ai déjà cédé pendant 13 ans, maman. Elle allait dire quelque chose de plus, mais je lui ai pris la main. Céder pour maintenir la paix, c'est bien, mais si tu cèdes toujours et que l'autre s'habitue à te manquer de respect, ce n'est plus céder.
Elle a légèrement froncé les sourcils. Je ne veux pas que tu quittes ton mari à cause de moi. Je n'ai pas dit que j'allais quitter mon mari. J'ai fait une pause et j'ai ensuite affirmé, mais je ne vais pas non plus renvoyer ma mère seule au village dans cet état, juste pour préserver mon mariage, parce que cela lui est inconfortable. Ma mère a baissé la tête. Je savais qu'elle se sentait coupable. Pour sa génération, le divorce était toujours une affaire très grave. On dit souvent que le linge sale se lave en famille et qu'il faut supporter ce qu'on peut. Je n'ai plus discuté avec elle. Dors un peu, maman. J'ai des choses à faire ce matin. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Contrairement à d'autres fois, je n'ai pas envoyé de message à mes amis pour me plaindre. Je n'ai pas appelé les deux familles, ni publié quoi que ce soit sur les réseaux sociaux. Je ne voulais pas transformer mes problèmes domestiques en un marché où les uns et les autres donneraient leur opinion. J'avais besoin de savoir quelles options j'avais et laquelle ne me ferait pas regretter. Le lendemain matin, je me suis levé tôt. Alexandre est parti travailler avant moi. Il a laissé une note sur la table, n'oublie pas de préparer les affaires de ta mère. Je l'ai lu, les plier sans me fâcher ni lui répondre. J'ai appelé les deux employés du magasin. Aujourd'hui, j'ai des courses. Occupez-vous des commandes. Et s'il faut négocier un prix, prévenez-moi. L'une m'a demandé si j'irais au magasin. Peut-être l'après-midi. Je me suis changé et j'ai pris le dossier de documents que je gardais dans un tiroir à clé. À l'intérieur se trouvaient les titres de propriété de la maison, le certificat de mariage, les factures des plus grandes rénovations et des justificatifs que je gardais depuis des années. J'ai appelé une connaissance qui avait traité un divorce et lui ai demandé le numéro de son avocate. À 10 heures précises, j'étais au bureau d'Hélène, l'avocate. C'était une femme d'un peu plus de 40 ans qui parlait calmement. Après avoir écouté mon résumé, elle ne m'a pas conseillé de divorcer, mais ne m'a pas non plus encouragé à supporter. Elle m'a demandé, « Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement ?» J'ai répondu, « Quels sont mes droits et quels sont les siens ? Je ne veux pas faire les choses mal dans un moment de rage. » Elle a ouvert le dossier. Vous avez acheté le terrain et l'ancienne maison avant le mariage. Les documents le reflètent également. C'est une base importante pour l'établir comme bien propre. Je lui ai posé des questions sur les rénovations que nous avons payées à moitié après le mariage, le toit, la cuisine, les sols et les portes. Cela affecte. Elle a acquiescé. Il y a une partie à calculer. Le bien d'origine est une chose et la valeur ajoutée avec l'argent commun en est une autre. Si un accord à l'amiable n'est pas trouvé, il faudra concilier les comptes ou même évaluer l'amélioration. J'ai répondu immédiatement, ce qui lui revient légitimement, je le paierai. Je n'ai pas l'intention de tout garder. Hélène a acquiescé. C'est une bonne approche. L'objectif est de désolidariser le patrimoine de manière juste. Pas de rivaliser. Entendre cela m'a éclairci l'esprit. Je n'avais pas besoin de prouver que je gagnais contre Alexandre. J'avais juste besoin d'éviter que 13 ans de cohabitation ne deviennent l'excuse pour que le fruit de mon effort avant le mariage soit considéré comme la propriété d'un autre. J'ai demandé la vente de la maison. Je ne voulais pas continuer à y vivre. Puis-je la mettre en vente dès maintenant ? Hélène a posé le stylo. Vous pouvez préparer la documentation, demander une évaluation et chercher des acheteurs intéressés. Mais pour l'instant, votre mari y réside. Le divorce et les biens communs ne sont pas réglés. Je vous conseille de ne signer aucun transfert, de n'accepter aucun acompte, de ne pas changer les serrures de votre propre chef, ni de l'obliger à quitter la maison. J'ai acquiescé. Alors, je ne ferai que l'annoncer pour l'instant. En plein conflit, il faut être le plus froid. En sortant de chez l'avocate, je suis allé visiter 3 appartements à louer. Le premier était bon marché, mais très haut et l'ascenseur était vieux. Le second était spacieux, mais très loin du magasin. Dans le troisième, j'ai trouvé ce que je cherchais, 2 chambres, une taille gérable, ascenseur, concierge à l'entrée et à moins de 15 minutes du magasin. De plus, un bon hôpital était à quelques kilomètres. Tandis que je regardais par le balcon vers la cour intérieure, la propriétaire m'a demandé, « La location est pour votre famille ?» Pour ma mère et moi, j'ai répondu. Elle n'a pas posé d'autres questions. J'ai versé une caution et j'ai convenu de récupérer les clés 2 jours plus tard. Sur le chemin du retour, je suis passé par le magasin. Les filles continuaient d'emballer les commandes.
L'une m'a montré la liste des marchandises à venir et ses plaintes, si tu manques encore quelques jours, tu nous promus responsable. J'ai éclaté de rire. Si vous le méritez, je vous céderai le poste. Une petite blague qui m'a soulagé l'esprit. L'après-midi, je suis retourné au bureau pour les formulaires nécessaires. J'ai lu chaque section et rempli les informations. En arrivant au « motif de divorce », ma main s'est arrêtée un moment. Je n'ai pas écrit de phrase mélodramatique, j'ai seulement mis que la cohabitation avait généré des conflits continus, qu'il y avait des différences insurmontables dans la conception des responsabilités familiales et que le projet de vie commune n'était plus viable. En posant le stylo, ce papier ne m'a donné aucune satisfaction, il m'a seulement fait comprendre que la décision était désormais irréversible. En rentrant à la maison ce soir-là, Alexandre ne savait encore rien. Ma mère m'a regardé longuement et m'a demandé « Où étais-tu toute la journée ?» Je lui ai répondu « Je cherchais un appartement pour nous deux. » Elle a pâli. Je lui ai pris la main. Je n'ai rien fait à la légère. J'ai parlé avec quelqu'un qui connaît les lois pour clarifier ce qui appartient à qui. Je veux juste que demain, au réveil, je n'ai pas à me convaincre que ce qui s'est passé hier n'a pas eu lieu. Les yeux de ma mère se sont remplis de larmes. Nous partirons d'ici, mais pas au village. Je ne te laisserai pas partir seul. Si vous, à cause de votre partenaire, deviez choisir entre votre mariage et votre mère veuve, que feriez-vous? Laissez-le-moi en commentaire. Pendant ce temps, Alexandre restait convaincu que j'obéirais docilement à ce qu'il voulait. Il n'avait aucune idée que mon « d'accord » d'hier soir s'était transformé en un très réel dossier de divorce. Le lundi matin, Alexandre s'est levé plus tôt que d'habitude. Il s'est habillé, a pris rapidement son petit déjeuner et a pris les clés de la voiture. Avant de sortir, il a regardé vers la chambre de ma mère, qui était toujours fermée, et m'a demandé « Aujourd'hui, tu l'emmènes ?» Non, je me servais de l'eau et je ne l'ai pas regardé. Oui. Alexandre a acquiescé, visiblement soulagé. Partons tôt pour éviter la chaleur. Si elle a beaucoup de choses, prends un taxi. Ne porte pas toi-même. Cela pouvait sembler une marque d'inquiétude, mais je me suis contenté de répondre « Je sais ». Il a mis ses chaussures, a fait quelques pas et s'est de nouveau retourné. Je dîne à la maison ce soir. D'accord. La porte s'est fermée. Je suis resté immobile dans la cuisine, écoutant la voiture d'Alexandre s'éloigner dans la rue. Ma mère est sortie de sa chambre, habillée, avec sa petite valise à ses pieds. « Tu as vraiment décidé de le faire ?» Je l'ai regardé. Oui. J'y ai réfléchi toute la nuit. Emmène-moi au village et reste ici. Essaie d'arranger les choses avec Alexandre. Elle a secoué la tête. Tu penses déjà à te sacrifier pour que je revienne à la case départ. Mais un divorce n'est pas une bagatelle. Justement parce que ce n'en est pas une, j'y ai très bien réfléchi. Ma mère a acquiescé. J'ai ouvert une armoire et j'ai sorti un sac avec mes documents personnels, les comptes du magasin et quelques affaires essentielles. Je n'ai engagé aucune entreprise de déménagement. J'ai seulement appelé une petite fourgonnette pour emporter nos affaires et quelques cartons. Je ne voulais pas que les voisins sortent pour jeter un œil et commencent à murmurer et à tirer des conclusions. Je ne voulais pas non plus transformer mon départ en spectacle. Je suis entré dans la chambre. Après 13 ans avec Alexandre, nos affaires étaient mélangées dans chaque recoin. Je suis resté devant l'armoire assez longtemps. Au final, je n'ai pris que mes vêtements personnels, quelques bijoux que j'avais avant de me marier, des papiers et le nécessaire pour travailler. J'ai laissé intact le téléviseur du salon, le réfrigérateur, le canapé, la table de la salle à manger, la machine à laver et les appareils électroménagers achetés après le mariage. Je n'ai rien touché de tout cela. Ma mère a observé et m'a demandé, « Cette machine sous vide que tu as achetée l'année dernière, tu ne l'emportes pas ?» J'ai éclaté de rire. Celle-là, nous l'avons achetée avec de l'argent du conjoint. Elle reste ici. Nous réglerons ça plus tard. Elle a été étonnée. Tu tiens même compte de ça? Ce n'est pas tenir compte de chaque chose. C'est que je ne veux pas qu'un jour on dise que j'ai emporté la moitié de la maison par pure rancune. Je comprenais très bien une chose. Je partais de là pour préserver ma dignité. Si je me mettais à me battre pour la télévision, pour une casserole, pour un meuble, je me rabaisserais à une dispute mesquine. Ma mère n'a rien dit de plus.
Elle est entrée dans la chambre qu'elle avait occupée pendant presque 3 semaines. Elle a parfaitement plié la couverture et lissé les draps du lit. Je l'ai observée depuis la porte. Inutile de ranger. Je le ferai après. Elle a répondu, où que l'on soit, avant de partir, il faut tout laisser en ordre. En l'entendant, j'ai ressenti de la peine. Même en abandonnant l'endroit où elle avait été considérée comme une gêne, ma mère craignait de laisser derrière elle une chambre en désordre. On l'a aidée avec la valise. Ma mère a regardé autour d'elle avec étonnement et a avoué, la vérité, c'est que la chambre est jolie. Les premiers jours, je m'y sentais très à l'aise. Je connaissais la phrase qu'elle n'avait pas prononcée, c'est de vivre dans la maison avec mon mari qui m'a fait ne plus être à l'aise. Nous avons rapidement descendu les affaires dans la fourgonnette. Avant de sortir, ma mère s'est retournée et a demandé, on laisse la chambre fermée à clé? Non, maman. Alexandre reste vivre ici. Je suis allé au salon et j'ai déposé sur la table un dossier marron. En haut de tout se trouvait ma demande de divorce signée. En dessous, des copies des papiers de la maison pour qu'Alexandre comprenne que je n'agissais pas de façon impulsive. Enfin, j'ai laissé la carte de Didier, l'agent immobilier qui allait évaluer la maison. Je n'ai pas laissé de lettre d'adieu, ni de menace. Tout ce que nous avions à nous dire, nous l'avions dit la nuit précédente. J'ai fermé la porte et j'ai accompagné ma mère à la fourgonnette. Pendant le trajet vers l'appartement loué, elle n'a presque pas prononcé un mot. À mi-chemin, elle m'a soudainement dit, « Clarisse, dis-moi. Si je n'étais pas venu à Madrid, vous auriez sûrement vécu tranquillement. » Je me suis tourné vers elle, pensant encore que tout était de sa faute. C'est que avant que je vienne, vous n'en étiez pas arrivé là. J'ai fait une pause avant de répondre. Tu n'as pas causé les fissures, maman. Tu as juste fait que je puisse les voir. Elle a regardé par la fenêtre. J'ai continué à parler. Si ce n'était pas ça, demain ce serait autre chose. Mes parents vieillissent et tombent malades. Je ne peux pas vivre toute ma vie en pensant qu'à chaque fois que ma famille a besoin de quelque chose, je dois mesurer à quel point cela va déranger mon mari. Elle a soupiré. La vie des femmes est pleine de ça. Tu endures d'un côté et tu endures de l'autre. J'ai répondu, parfois, on peut endurer, mais on ne peut pas tout endurer. La fourgonnette s'est arrêtée devant le nouveau bâtiment. Je suis monté avec ma mère. L'appartement n'avait pas beaucoup de choses. Le strict minimum, des lits, des armoires, une table et quelques ustensiles. Mais en ouvrant la porte du balcon, une lumière brillante est entrée. Ma mère a observé un moment et a dit, c'est plus petit qu'avant. Suffisant pour nous deux. Elle m'a regardé. Tu parles comme si nous allions rester ici longtemps. Je n'ai pas éludé. Peut-être que oui. Je lui ai rangé ses médicaments sur l'étagère, vérifié la bouteille d'eau et commandé à manger pour le déjeuner. Une fois sûr qu'elle allait bien, j'ai pris le sac avec les documents et je suis sorti. Elle m'a demandé, où vas-tu maintenant? Au tribunal. Elle est restée paralysée. Je ne lui ai pas donné plus d'explications. Je vais remettre quelques papiers et je reviens. En sortant de l'ascenseur, j'ai senti mes jambes lourdes. Je ne ressentais aucune joie en portant ces papiers. 13 ans de mariage ne s'effacent pas en déchirant une feuille de papier. Mais précisément parce que cela faisait 13 ans, je refusais de perdre autant d'années supplémentaires à attendre qu'une personne apprenne à respecter ce qu'elle aurait dû comprendre dès le premier jour. J'ai remis la demande en suivant les instructions et je suis retourné à l'appartement. Vers 18 h, le téléphone a commencé à vibrer. Je n'ai pas pris le premier appel, ni le deuxième, ni le troisième. Au quatrième, la voix d'Alexandre a éclaté immédiatement. Où es-tu? Dans l'appartement que j'ai loué. Où as-tu emmené ta mère? Avec moi. Alexandre est resté silencieux un instant. Que signifient les papiers que tu as laissés sur la table? Tu les as lus? Pourquoi tu demandes, Clarisse? Tu es sérieuse? Je les ai déjà déposés au tribunal. Ma façon de parler avait changé avec une totale naturelle. Je n'utilisais plus de ton conciliant. De l'autre côté de la ligne, il y avait un silence absolu. Après un moment, Alexandre a dit, j'ai dépassé les bornes cette nuit-là. Tu ne vas pas trop loin avec ça. J'ai répondu, tu as dépassé les bornes une nuit, mais avant cette nuit, tu as eu presque 3 semaines pour traiter ma mère différemment.
Les-je déjà frappé ou insulté un jour? Il n'est pas nécessaire de frapper pour faire du mal. Alexandre a commencé à s'impatienter. Alors, qu'est-ce que tu veux faire? Je ne veux plus rien faire. Reviens à la maison et nous parlerons. Je ne reviendrai pas. Il a soupiré fort. Tu es décidé à en faire un drame. J'ai regardé ma mère du coin de l'œil. Elle était assise, le dos tourné, faisant semblant de regarder la télévision, mais je savais qu'elle écoutait. J'ai dit à voix basse, c'est toi qui as proposé les options. Tu as dit que soit ma mère partait, soit nous divorcions. Tu l'as dit à chaud. J'ai choisi à froid. Alexandre est resté sans voix. Je ne voulais pas que cela s'éternise. Tout autre sujet en suspens, envoie-moi un message. Nous partagerons les biens communs clairement. Il s'est empressé de demander, et la maison? Je me suis arrêté. Lis les documents que je t'ai laissés sur la table. Après avoir dit cela, j'ai raccroché. Ma mère s'est tournée pour me regarder. Je me suis assise à ses côtés. Aucune de nous deux n'a rien dit pendant un long moment. Dehors, il faisait déjà nuit. Dans une autre maison, peut-être Alexandre était-il debout au centre du salon, regardant une armoire à moitié vide. Les papiers de divorce et les documents dont il n'avait jamais voulu entendre parler. Ce même matin, il était parti de chez lui, convaincu que celle qui partirait serait ma mère. La nuit devait tomber pour qu'il comprenne que celle qui ne reviendrait jamais était son épouse. Après cet appel, Alexandre n'a pas rappelé immédiatement. Il m'a envoyé 3 messages, calme-toi. Demain, je passerai pour parler. Ne fais rien de précipité. Je les ai lus, mais je n'ai pas répondu. Je n'ai pas bloqué son numéro. Nous avions des choses à régler concernant la maison, les biens communs et le divorce. Je ne voulais pas qu'il m'accuse un jour d'être parti en coupant tout contact, mais il y a eu quelque chose que j'ai arrêté net. J'ai cessé d'essayer de lui faire comprendre le mal qu'il m'avait fait. 13 ans, c'est amplement suffisant pour qu'un mari sache comment il blesse sa femme. Si à ce stade, je devais encore lui expliquer les choses mot par mot, toute conversation serait épuisante. Le lendemain matin, j'ai emmené ma mère prendre des churros près de l'appartement et ensuite je suis allé au magasin. Elle était toujours inquiète. Elle m'a demandé, Alexandre a rappelé hier soir? Non, maman. S'il passe par ici, parle-lui gentiment. J'ai souri légèrement. Je ne vais pas me battre avec lui. Ma mère m'a jeté un regard sévère. Et tu plaisantes encore? Le fait qu'elle me lance de nouveau ses regards de reproche m'a rassuré. Au magasin, j'ai appelé Didier, l'agent immobilier qu'on m'avait recommandé. Didier avait presque 10 ans de moins que moi. Il était dans le secteur depuis longtemps et était très pragmatique. Tu veux publier l'annonce de la maison maintenant? Oui, mais souviens-toi, pas d'acompte à accepter pour l'instant. Entendu. La situation familiale est en cours, donc nous cherchons des intéressés et les gardons en portefeuille. Je lui ai demandé s'il avait besoin de prendre plus de photos de la maison. Il a répondu immédiatement, pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Ton mari y vit toujours, donc nous n'allons pas faire entrer des gens de but en blanc. Les anciennes photos que tu m'as envoyées de la façade et de la rue nous suffisent pour commencer. Cette façon d'agir correspondait à ce que l'avocate m'avait conseillé. Je ne voulais pas me créer de problèmes supplémentaires en me pressant. L'après-midi, Didier m'a envoyé le brouillon de l'annonce pour vérifier les mètres carrés, l'emplacement, la situation légale et le prix estimé. À la fin de l'annonce, il était clairement indiqué, propriétaire en cours de transaction. Seules les demandes des véritables intéressés seront prises en compte. Les visites seront programmées ultérieurement. Je l'ai lu plusieurs fois et lui ai dit, publie-le. Une fois envoyé, Didier m'a demandé, ça te fait de la peine? J'ai souri. Bien sûr. Une maison n'est pas une paire de chaussures que tu jettes et c'est tout. Alors, pourquoi la vends-tu? J'ai regardé l'écran un instant. Il y a des endroits que tu as beaucoup aimés à un moment donné, mais si en y entrant tu ne ressens plus la paix, à quoi bon les garder? Didier a acquiescé et n'a plus posé de questions. Il avait assez de tact pour ne pas insister. Les 2 premiers jours avec l'annonce sur Internet, il n'y a pas eu beaucoup de mouvement. Quelques-uns ont demandé le prix, d'autres l'orientation de la maison et d'autres l'adresse exacte. Didier leur a répondu à tous que nous n'organisions pas encore de visite en personne.
Je continuais d'aller travailler. Les après-midi, je dînais avec ma mère. Les soirs, je lisais les messages strictement nécessaires d'Alexandre. Il demandait des nouvelles de certains objets de la maison et je lui répondais. Il a demandé quand nous allions nous rencontrer pour la question financière. Je lui ai dit que j'espérais avoir une date et que cela se ferait par l'intermédiaire des avocats. Il m'a demandé, « Tu ne comptes vraiment pas revenir ?» Je n'ai pas répondu à cela. Le 3e jour, vers 11 heures du matin, le téléphone a sonné. C'était Alexandre. J'étais en train d'emballer du jambon pour un client de longue date, alors j'ai laissé vibrer jusqu'au 2e appel avant de décrocher. « Dis-moi. » Sa voix était précipitée. « Tu as vraiment mis la maison en vente ?» J'ai arrêté ce que je faisais. « Oui. »« Tu es sérieuse ?» ?»« Je viens de te le dire. » Alexandre a commencé à parler plus vite. Charles de l'entreprise m'a envoyé le lien avec l'adresse de la maison. Dès que j'ai vu les photos, j'ai su. Je suis restée silencieuse. Plus il parlait, plus il s'accélérait. Tu n'es pas encore divorcé et tu essaies déjà de vendre la maison. Qu'est-ce que tu fais? Je ne l'ai pas encore vendue. Elle est sur un portail immobilier. C'est tout. Je cherche des clients. Je n'ai rien signé ni accepté d'acompte. L'avocate le sait. De l'autre côté, il y a eu un instant de silence et Alexandre a alors posé une question dont je me souviens parfaitement encore aujourd'hui. Si tu vends la maison, où vais-je vivre? Je n'ai pas répondu immédiatement. Je n'ai pas compris pourquoi, parmi tout ce qu'il aurait pu me demander, cette phrase en particulier m'a calmé. Il ne m'a pas demandé comment allait ma mère si elle retournait seule au village. Il ne m'a pas demandé comment j'allais. Il n'a même pas demandé s'il y avait un moyen de se reparler. La première chose à laquelle il pensait était son logement. J'ai laissé tomber le paquet sur le comptoir. Et alors? Ma mère est retournée au village seule. Et toi, tu ne t'es jamais demandé comment elle vivrait. Et maintenant, tu sautes sur ça? Il a répondu sur la défensive, encore ta mère. Je parle juste de quelque chose de très basique. S'il y a une possibilité de ne plus avoir cette maison, ma première question est, où vais-je me mettre? Il était furieux. Est-ce que je dois te demander quoi dire? Tu y vis depuis 13 ans. Je sais que tu penses que c'est la maison des deux. Il a toussé pour éclaircir sa gorge. Cette affirmation est finalement apparue. Je n'ai pas perdu mon sang-froid. As-tu regardé les papiers que je t'ai laissés sur la table? Alexandre a gardé le silence. Je lui ai répété, tu les as regardés? Oui. Alors, tu sais que cette maison a été achetée avant que je me marie avec toi. Il a immédiatement répondu, mais nous y vivons depuis des années tous les deux. Nous l'avons tous les deux rénovée. J'ai aussi mis mon argent. Je ne l'ai jamais nié. Alors, pourquoi tu la vends et c'est tout? J'ai baissé la voix. Écoute bien, je ne l'ai pas encore vendue. Ce qui a été revalorisé avec l'argent commun, ce qui est ton droit légitime, nous le calculerons tout selon la loi. Je te l'ai dit dès le premier jour. Alexandre a expiré. Tu parles avec des mots. La loi. Droit légitime. Tu as l'air très froide. J'étais sur le point d'éclater de rire. L'homme qui m'avait acculé en utilisant le mot « divorce » pour renvoyer ma mère au village. Maintenant, il m'accusait d'être froide parce que je voulais que tout soit clair, mais je me suis tu. Je ne voulais pas discuter et pour ne pas vouloir discuter, tout devait être limpide. Il est resté silencieux un moment et a changé de ton. Clarisse, nous ne sommes pas si mal pour en arriver là. À quel point faut-il arriver alors? Pour quelques mots que je t'ai dit, tu es parti, tu as demandé le divorce, tu mets la maison en vente. Si on nous voit de l'extérieur, qu'est-ce qu'ils vont penser? Encore les gens de l'extérieur. Tu te soucies plus de ce qu'ils pensent dehors que de ce qu'a entendu ma mère. Alexandre n'a pas répondu. J'ai entendu qu'il traînait une chaise. Un peu plus tard, il a dit plus doucement, j'admets que cette nuit-là, j'ai dépassé les bornes, mais tu aurais pu me donner le temps d'arranger les choses. J'ai regardé mes 2 employés qui étaient au fond du local et je suis sorti dans la rue. Tu as eu 13 ans. Ne me traite pas d'implacable. Je te réponds aux choses que nous devons résoudre et je ne t'ai pas mis à la porte immédiatement. Tu es toujours dans la maison. Alexandre a répliqué,
mais tu te prépares à vendre la maison où je vis. Je me prépare pour ma vie après le divorce. Et toi, tu as 47 ans, tu as un travail et un salaire. La question de ton logement sera traitée par les voies normales. Je ne te mettrai pas à la rue. Il a gardé le silence. J'ai ajouté, mais ne crois pas non plus que parce que tu y as vécu 13 ans, tout va rester figé en attendant que tu le résolves. Cette phrase a maintenu la ligne en silence pendant un bon moment. Alexandre n'a plus élevé la voix. Ce fut peut-être la première fois qu'il comprit que je n'utilisais pas la vente de la maison comme une menace. Je me préparais réellement à une vie où il n'était pas. Avant de raccrocher, il m'a dit, « Je veux te voir. » Je ne veux pas encore. Quand? Quand ce sera nécessaire pour régler les papiers. Il a soupiré et a raccroché. Je suis rentré dans le magasin. L'une des filles m'a regardé. « Tu vas bien? » J'ai acquiescé. Bien. Continuez à préparer les commandes. Elle m'a regardé et a plaisanté, « D'accord, si la patronne dit que ça va, on la croira pour l'instant. » J'ai éclaté de rire. Il y a des moments où la vie doit continuer à fonctionner dans les choses les plus mondaines. Les clients continuent de commander. Le téléphone sonne. Ma mère doit prendre ses pilules à l'heure. Personne n'a le droit d'arrêter toute ta vie juste parce qu'un mariage se termine. Cet après-midi-là, Didier m'a envoyé un message disant que 2 personnes avaient sérieusement posé des questions sur la maison. Je lui ai dit, garde le contact pour l'instant. N'organise pas de visite. Je n'étais pas pressé, et je n'avais pas besoin de prouver à Alexandre à quel point je pouvais la vendre rapidement. Ce qui a commencé à le rendre nerveux, ce n'était pas le panneau « à vendre » sur la porte de la maison. La simple apparition d'une annonce sur le téléphone avait suffi. Pourquoi? Pour la première fois en 13 ans, il voyait de ses propres yeux quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé. La maison qu'il appelait, la nôtre, pourrait un jour appartenir à d'autres et la vie qu'il tenait pour acquise ne changerait jamais. Allait dans le même sens. 3 jours plus tard, alors que je vérifiais le registre des stocks, j'ai vu apparaître le nom de ma belle-mère sur mon téléphone portable. J'ai mis quelques secondes à répondre. « Dites-moi, Isabelle. » Sa voix, d'abord calme, m'a dit, « Clarisse. Alexandre m'a dit que vous êtes en train de divorcer. Les problèmes de couple doivent se régler entre 4 murs. Pourquoi en arriver là? » J'ai posé le stylo. « Qu'est-ce qu'Alexandre vous a raconté? Que vous vous êtes disputé? Pourquoi ta mère est-elle venue? Tu es parti et maintenant tu vas vendre la maison. » Avec cette seule phrase, j'ai su quelle partie il lui avait raconté et quelle il avait omise. Je lui ai demandé, et il vous a dit ce qu'il nous a lâché à ma mère et à moi. Il y a eu un silence. Qu'a-t-il dit? J'ai répondu calmement, que si ma mère ne retournait pas au village, il divorcerait de moi. Il a utilisé des mots très désagréables devant ma mère alors qu'elle était dans la pièce. J'ai cru qu'elle me demanderait si Madame Rose l'avait entendu et comment elle se sentait, mais la première chose que ma belle-mère a dite fut « Mets ta mère à sa maison dans son village. » J'ai serré le téléphone. Pardon, je veux dire qu'elle a sa maison et sa pension. Elle n'est pas sans ressources. Si elle est habituée au village, elle y sera plus à l'aise. Cela vaut-il la peine que vous, qui alliez très bien, rompiez pour quelque chose comme ça? Précisément parce qu'elle en parlait comme de quelque chose d'aussi évident, j'ai ressenti un frisson. Je lui ai demandé, « Vous vous souvenez quand vous avez été opérée du genou il y a 6 ans, Isabelle? » Oui, bien sûr. Pourquoi cela maintenant? Vous êtes restée avec nous presque 8 mois. Parce que vous n'arriviez pas à marcher? Non. Oui. Je veux juste vous demander si pendant ces 8 mois, je vous ai jamais dit qu'ayant une maison, il valait mieux que vous retourniez parce que vous y seriez plus à l'aise. Madame Isabelle s'est tue. Certains jours, je fermais le magasin plutôt pour vous emmener à la rééducation ou quand vous ne pouviez pas dormir de douleur, je me levais pour chauffer de l'eau. Je n'ai jamais pensé que vous avoir à la maison me coûterait plus d'argent ou bouleverserait ma vie. Son ton est devenu sec. Maintenant, tu me reproches des choses. J'ai continué à garder les formes. Non, je ne vous ai rien reproché. Si c'était le cas, j'aurais noté chaque chose il y a 6 ans. Je vous demande juste pourquoi, quand vous aviez besoin de mes soins, c'était mon obligation, mais quand ma mère vient de devenir veuve et reste quelques semaines avec sa fille. Elle devient soudainement une gêne pour tout le monde.
Madame Isabelle a bondi instantanément. Ce n'est pas pareil. Je me suis arrêté. La même phrase encore. Pourquoi pas, Isabelle? Elle semblait de plus en plus mal à l'aise. Eh bien, parce que c'est différent. Je suis resté un moment en silence. Ces 4 mots, Alexandre me les avait dit. Maintenant, sa mère répétait la même chose. J'ai demandé très lentement, c'est différent parce que c'est la mère de mon mari et ma mère n'est que la mère de sa femme. Non, elle n'a pas répondu directement. Ne cherche pas la petite bête dans ce que je dis. Une belle-fille qui entre dans la maison de son mari doit savoir prendre soin de la famille de son mari depuis toujours. Il en a toujours été ainsi. C'était la première fois pendant l'appel qu'elle laissait tomber les formalités. Vous avez en partie raison. La belle-fille doit collaborer. Mais le gendre n'a-t-il pas à être courtois avec la famille de sa femme? Personne ne dit le contraire. Alors, pourquoi quand ma mère était avec nous depuis moins d'1 mois, Alexandre n'arrêtait pas de demander quand elle partait? Madame Isabelle a soupiré fort. Alexandre travaille très dur. Il est habitué au silence à la maison et avec les personnes âgées, les habitudes s'entrechoquent. Les frictions sont normales. J'ai répondu, quand vous êtes resté 8 mois, il travaillait aussi. Pourquoi alors la gêne était-elle quelque chose que votre fils et moi devions accepter de bon gré? Encore revenir à ce qui était avant, parce que c'est ce qui était avant qui m'a fait réaliser que nous recevions des traitements différents. Madame Isabelle est restée silencieuse un instant et a changé de sujet. Bon, laissons ta mère de côté. Dis-moi, tu es sérieuse avec la vente de la maison? Je cherche quelqu'un qui est intéressé. Je n'ai encore rien signé. Si tu fais ça, où va vivre Alexandre? La même question que son fils. Une femme qui vient de perdre son mari n'existe presque pas pour elle, mais un homme de 47 ans avec un emploi et un salaire lui causait une telle inquiétude qu'elle craignait qu'il finisse sous un pont. Vous avez l'air très froide en disant ça. C'est ton mari depuis 13 ans. Oui, précisément parce que ce fut mon mari pendant 13 ans, j'ai pensé que sa mère serait comme ma propre mère. Mais quand ma mère a eu besoin de moi, j'ai su que cette pensée n'était pas réciproque. Madame Isabelle s'est fâchée. Tu vas vraiment quitter ton mari pour ta mère? J'ai répondu, je ne le quitte pas pour elle. Je divorce parce qu'il m'a obligé à choisir. De l'autre côté du téléphone, il y a eu un long silence. Puis elle a dit, les hommes disent des choses pour dire quand ils s'emportent. Pourquoi le prends-tu en compte? Tous les couples ont des hauts et des bas. J'ai répondu, les hauts et les bas passent et les hauts reviennent à leur lit. Mais certains mots te montrent ce que l'autre personne a toujours pensé. Et qu'est-ce que tu prétends? Qu'ils se mettent à genoux et te demandent pardon? Pas besoin. Alors, que veux-tu? J'y ai réfléchi un instant. Avant, je voulais qu'ils comprennent que les parents des 2 parties méritent le même respect, mais à ce stade, je ne suis plus intéressé à discuter pour le convaincre. Madame Isabelle n'a rien dit. Pour moi, elle me faisait juste de la peine. Elle avait vécu dans ma maison 8 mois. Il y a eu des fois où, douloureuse, je l'ai aidée, je lui ai apporté ses pantoufles et j'ai supporté ses reproches avec un sourire. Je n'ai jamais imaginé qu'un jour, des 2 côtés du téléphone, nous nous mettrions à débattre quelle mère méritait qu'on s'occupe d'elle. La voix de Madame Isabelle a baissé. Clarisse, je ne veux pas que vous divorciez. S'il a commis une erreur, laisse-le la corriger. J'ai dit, je comprends que vous aimez votre fils. Dites-lui que s'il pense qu'il s'est trompé, qu'il rectifie. Mais qu'il rectifie pour être une meilleure personne à l'avenir, pas pour m'obliger à revenir. Avant de raccrocher, elle a dit, si tu as déjà pris ta décision, il n'y a plus rien à dire. J'ai répondu, au revoir, Isabelle. Je l'ai toujours appelée par son nom avec respect, non pas parce que je me sentais désavantagé, mais parce qu'après 13 ans en tant que sa belle-fille, je ne voulais pas jeter par-dessus bord le bien que j'avais fait, juste parce qu'un mariage se terminait. En terminant l'appel, j'ai posé mon téléphone sur la table. Avant, je croyais qu'Alexandre ne pensait qu'à sa famille par machisme ou parce qu'il ne faisait pas attention. Maintenant, je comprenais que cela allait au-delà. Il avait été élevé dans un mode de pensée considéré comme normal pendant très longtemps, que l'homme qui se marie amène sa femme dans sa famille et qu'elle doit les respecter, et que la famille de la fille reste sa responsabilité. Quand une idée est héritée de parents en enfant, on appelle ça tradition et on oublie de se demander si c'est juste. Je ne blâme pas toute une génération,
mais je refusais de porter cette injustice le reste de ma vie. Le dicton espagnol, à la belle-fille, on exige, mais au gendre, on offre. Si tu considères vraiment une belle-fille comme une fille, tu ne peux pas oublier qu'en se mariant, elle n'a pas cessé d'être la fille de ses vrais parents. J'ai regardé le téléphone bloqué. Maintenant, je comprenais pourquoi, pour Alexandre, ma mère est différente, était si naturelle. Pour lui, ce n'était pas une phrase cruelle, c'était une réalité. Et c'est pourquoi ma décision ne pouvait pas se fonder sur des excuses tardives. Exactement le jour qui marquait le mois du décès, j'ai emmené ma mère au village tôt le matin. La nuit précédente, elle avait déjà son sac prêt, entrant et sortant pour le vérifier plusieurs fois. On n'oublie rien, Clarisse? Non, maman. Et s'il manque quelque chose, on l'achètera après. Les fleurs, je les ai commandées à Philippine. Et le rôti pour la famille, l'oncle Emmanuel s'en occupe. Elle s'est assise un peu plus soulagée. Je l'ai regardée, entre pitié et rire, depuis la mort de mon père, c'était peut-être la première fois que je la voyais impatiente de faire quelque chose au lieu de se laisser consumer par la peine. Dès que la voiture a tourné à l'entrée du village, ma mère s'est redressée sur son siège. En voyant la porte de la maison, elle est sortie de la voiture plus tôt que prévu, a ouvert le portail et est restée immobile dans la cour. Tout était presque pareil. Les jardinières de géranium que mon père entretenait près du porche avaient été arrosées par Philippine. Le citronnier au fond de la cour avait des feuilles tombées autour. La chaise en bois de la fenêtre était toujours au même endroit. Ma mère l'a regardée longtemps. Je ne l'ai pas pressée. Elle est entrée dans la maison, a posé ses affaires et est allée directement vers la photo. « Je suis là, Antoine. » C'était toute sa phrase. Je suis allé ouvrir les fenêtres, faisant semblant de dépoussiérer. La cérémonie qui se tient dans les villages s'est déroulée de manière intime. Ma mère n'aimait pas l'ostentation. Après avoir commandé une messe, il y a eu des amuse-gueules, du rôti et du vin, et le café noir que mon père aimait le matin. J'ai préparé le café et je me suis souvenu qu'il avait l'habitude de protester contre ceux qui le faisaient un peu trop clair. Avec un café si clair, autant boire de l'eau du robinet. J'ai éclaté de rire. Ma mère, en l'entendant, a dit « Sûrement ton père nous regarde et se moque de ça. » Nous avons toutes les deux ri, puis nous nous sommes tus. Parfois, les absents reviennent à la maison avec des anecdotes comme celle-là. La famille est arrivée vers 21h. L'oncle Emmanuel s'est occupé de recevoir. Oncle, tante et neveu se sont assis pour discuter et demander des nouvelles de la santé de ma mère et du magasin de Madrid. Personne ne savait pour mon mariage. Philippine se doutait sûrement de quelque chose, mais au milieu de tant de monde, elle a choisi de ne pas demander. Moi non plus, je ne voulais pas aborder le sujet. Ce jour était en l'honneur de mon père. Je ne voulais pas que le commérage du village soit que je divorçais. Une tante m'a demandé, « Alexandre n'est pas venu, Clarisse ?» Je me suis arrêté un instant. Il n'a pas pu venir, tante. Il a beaucoup de travail. Elle a acquiescé. Normal. Ceux qui travaillent en fin d'année sont débordés. J'ai souri. En réalité, ce même matin, Alexandre m'avait écrit en disant « J'ai une inspection au supermarché ce week-end. Je ne pourrai pas venir. Allume une bougie pour ton père de ma part. » Je lui ai seulement répondu par un « D'accord. » Je ne lui ai pas demandé s'il pouvait reporter ou ne le lui ai pas reproché. Autrefois, je me serais senti mal et j'aurais inventé une excuse en son nom. Il a beaucoup de travail. C'est un cadre intermédiaire. Cette fois, je n'avais plus à le justifier. À l'heure du déjeuner, la famille est restée à la maison. Ma mère était à table, mais a à peine mangé. Elle passait son temps à distribuer de la nourriture et à offrir du vin. « Servez-vous. »« Je vous remercie, » disait-elle. Ça m'a fait mal de l'entendre dire « je vous remercie ». Elle seule. Avant, elle disait « Antoine et moi vous remercions ». Maintenant, elle le disait pour les deux. Les invités sont partis dans l'après-midi et je suis resté à ranger avec Philippine. Ma mère a donné un dernier coup de balai au sol et a sorti une petite chaise sur le porche pour s'asseoir. Philippine, avant de partir, m'a murmuré à l'oreille « Emmène-la à Madrid quelques jours de plus. » Je l'ai vue plus animée qu'avant, mais la nuit, je ne suis pas sûr qu'elle soit seule ici. J'ai acquiescé. C'est ce que je ferai. Quand nous étions seuls,
le silence est vraiment tombé sur la maison. J'ai apporté 2 cafés sur le porche. Ma mère regardait fixement la chaise vide de mon père. Fatigué? Non. Un moment plus tard, elle a demandé, est-ce vrai qu'Alexandre n'a pas pu venir ou est-ce qu'il n'a pas voulu? Je n'ai pas voulu mentir. Je ne sais pas. Il a dit qu'il était occupé. Ma mère a acquiescé. Elle n'a plus fait de reproches, mais j'ai remarqué que son visage s'éteignait. Après un instant, ma mère a rompu le silence, je pensais qu'en retournant au village, tout entre vous s'arrangerait. Je me suis tourné et elle regardait fixement le patio. Je croyais que la présence d'une autre personne le dérangerait et qu'en partant, cette gêne disparaîtrait et que vous continueriez comme avant. Je n'ai pas interrompu. Elle a soupiré. Ces jours-ci, j'y ai réfléchi. Elle s'est tournée vers moi. Si j'étais revenu ici seul pour lui obéir, qu'est-ce que je serais devenu si plus tard j'étais tombé malade? Je n'ai rien dit. Si on m'avait hospitalisé et que tu avais dû me ramener chez toi, tu aurais dû lui demander la permission. Si j'avais eu besoin d'aide, tu aurais dû faire attention à la tête que faisait ton mari. Je n'avais jamais entendu ma mère dire ça. La femme qui toute sa vie m'avait inculqué la docilité de l'épouse venait de voir la même chose que moi. Ton père et moi nous disputions. Il manquerait plus que ça. Dans quelle maison n'y a-t-il pas de dispute? Mais ton père n'a jamais osé dire que mes parents étaient mon affaire. Elle a montré la porte d'entrée. Quand ma mère était malade, ton père m'emmenait au village tout le temps. Même par un froid de canard, il me disait, vas-y, grand-mère a besoin de toi. J'ai baissé le regard. Ma mère a souri tristement. Ton père n'était pas un saint non plus. Il était têtu et avait mauvais caractère, mais il savait très bien que les parents de sa femme étaient aussi sa famille. Je lui ai pris les mains. Maman, n'y pense plus. Je dois y penser. Dit-elle en me regardant très sérieusement. Je t'ai conseillé qu'il vaut mieux céder une fois pour maintenir la paix 10 fois. Mais maintenant, je me rends compte que ça fonctionne si les deux cèdent. Si tu cèdes et qu'il avance, les 9 autres fois, il n'y aura aucune paix. J'ai ri malgré le fait que mes yeux se soient remplis de larmes. À la bonne heure, tu commences à corriger les proverbes, maman. Elle m'a donné un pincement. Et toi qui plaisantes? Le silence est revenu. Après un moment, elle a lâché quelque chose que je n'oublierai jamais. Je ne veux pas que tu quittes ton mari pour moi, mais encore moins que tu le gardes, si cela signifie qu'il ne me respecte ni moi ni toi. J'ai tourné mon visage, laissant tomber les larmes. J'avais supporté tout ce temps. Je craignais que si je montrais la moindre faiblesse, elle croirait à nouveau que je détruisais ma famille à cause d'elle. Mais à ce moment-là, j'ai réalisé que je n'avais besoin de personne pour approuver le divorce. J'avais juste besoin que ma mère sache que ma décision n'avait pas été un coup de colère. Ma mère m'a tapoté le dos. Pourquoi tu pleures? À 40 et quelques années. J'ai essuyé mes larmes. Si à 66 ans tu pleures, j'en aurai le droit. J'ai ri et l'atmosphère lourde d'odeur de cire a semblé moins pesante. En fin d'après-midi, je lui ai demandé, tu veux rester au village quelques jours? Elle a regardé la maison. La nostalgie me prend, mais étant seule, je ne sais pas. Alors, viens avec moi. Je te ramènerai quand tu voudras. Et ne vends pas la maison. Je ne la vends pas. Ma mère a acquiescé. C'est la maison de ton père, elle le comprenait aussi. La maison n'était pas un simple patrimoine. C'était l'endroit où elle avait vécu plus de 40 ans avec lui, où se trouvaient ses voisins, ses amis, sa petite église et les commerces. Ma mère n'avait pas à être déracinée de son essence pour vivre avec sa fille. Elle avait juste besoin d'un endroit où revenir quand elle se sentirait trop seule. Cette nuit-là, avant de monter en voiture, ma mère a allumé une autre bougie et est restée longtemps devant la photographie de mon père. Antoine, je pars un moment avec Clarisse, quand j'y serai plus habitué, je reviendrai. La voix de ma mère ne reflétait plus la peur qu'elle montrait il y a quelques semaines en quittant la maison. Je suis resté l'observer depuis la porte et j'ai compris une chose. Je pensais que je protégeais ma mère, mais ce jour-là, c'est elle qui m'a soulagé de mon pire fardeau. Le sentiment que si je voulais être une bonne fille, je devais sacrifier mon mariage. Après la messe du mois de mon père, j'ai reçu une lettre pour assister à une conciliation avec mes avocats et ceux de mon mari. Ce matin-là, ma mère s'est levée plus tôt que moi et, en me voyant m'habiller, a demandé «
tu vas voir Alexandre? Oui, les avocats nous ont convoqués. Elle m'a offert un bol. Va calmement et ne parle pas à chaud pour qu'il n'y ait pas de mots de trop après. J'ai ri. Tu crois qu'on va se tirer les cheveux, maman? Ce qui me fait peur, c'est que tu sois comme moi. Que je me tais quand je suis en colère et qu'en rentrant à la maison, les 10 phrases que j'aurais dû dire me viennent à l'esprit. J'ai éclaté de rire. Là, tu as tapé dans le mille. Je ne suis pas allé au rendez-vous avec l'intention de gagner. Je voulais juste régler les choses en suspens. Quand je suis arrivé, Alexandre était déjà là. Ne pas avoir vécu ensemble depuis un mois l'avait changé. Il portait une chemise repassée et les cheveux coiffés, mais son visage était marqué par la fatigue. En me voyant, il s'est levé. Tu es venu. J'ai acquiescé. Il a voulu continuer, mais la personne chargée de nous guider vers la salle s'est approchée. Pendant la conciliation, c'est Alexandre qui a parlé en premier. Il s'est adressé à moi. Je l'admets. Ce jour-là, j'ai trop parlé. J'ai dit des atrocités et je ne veux pas divorcer. J'ai écouté attentivement. 13 ans ne peuvent pas être jetés par-dessus bord pour une seule dispute. J'ai demandé, crois-tu vraiment que cela a été à cause d'une discussion? Alexandre a affirmé, je sais que tu t'es fâché à cause de ta mère. J'assume l'erreur. Je l'ai regardé fixement. Avant la nuit des atrocités que tu as dites, tu as eu presque 3 semaines pour te comporter différemment. Je ne vais pas te ressortir l'histoire du carton de lait ou des dépenses de chauffage. C'est passé. Revoir ça ne sert à rien, sauf à nous aigrir. Je te demande, en 3 semaines, as-tu une seule fois demandé à ma mère si elle dormait bien? Lui as-tu déjà demandé à quel point mon père lui manquait? Alexandre est resté silencieux. Tu ne posais qu'une seule question tout le temps, quand retourne-t-elle au village? Il a respiré profondément. Je t'ai dit que je n'étais pas habitué à avoir une 3e personne à la maison. C'est justement le problème. Je sais. Si tu veux revenir et que ta mère a besoin de vivre avec nous un temps, je la laisserai rester. Il semblait céder, mais le son de cette phrase m'a glacé le sang. Pourquoi dis-tu je la laisserai rester? Alexandre a froncé les sourcils. Je ne voulais pas dire ça, Clarisse. Ne cherche pas la petite bête. J'ai secoué la tête. Je ne cherche pas la petite bête. Je me rends compte que jusqu'à aujourd'hui, ma mère ne peut vivre sous ton toit que si tu as pitié d'elle. Alexandre s'est tu. Que veux-tu que je te dise alors pour te convaincre? Aucune phrase que tu me dis ne me convainc plus. À partir d'aujourd'hui, la conciliation perd tout son sens. Non pas parce que tu ne t'es pas excusé, mais parce qu'en dessous de cette excuse, ta façon de penser est exactement la même. Ensuite, nous sommes passés à la question des biens. Alexandre était intéressé par cela. Il alléguait évidemment qu'il avait vécu dans cette maison 13 ans et qu'il avait mis de l'argent pour l'améliorer. Donc, en nous séparant, on ne pouvait pas dire qu'il n'avait aucune implication. Je n'étais pas en désaccord avec lui. Je ne lui ai jamais dit que cette partie économique n'était pas la sienne. Alexandre m'a regardé et m'a dit, cette maison a pris de la valeur, Clarisse. Je savais que la maison valait plus qu'avant. J'ai remis le dossier à l'avocat et je l'ai étendu sur la table. J'ai acheté le terrain et la maison avant l'enregistrement du mariage. Voici les titres de propriété et les justificatifs qui prouvent ces paiements. Alexandre a parcouru les feuillets. C'était, à coup sûr, la première fois qu'il vérifiait les dates auxquelles les documents avaient été traités. Après le mariage, nous avons changé le toit et le sol des chambres. Cette dépense a été faite avec des comptes joints. On évaluera ce qui correspond et je ne refuserai pas de le payer. Alexandre a demandé, et la revalorisation de la maison. Je n'ai pas voulu me laisser emporter par mes propres suppositions. C'est pourquoi j'ai contacté un avocat, ce que le contrat et la norme indiquent sera respecté. S'il faut évaluer les améliorations, elles le seront. Je n'imposerai pas ma loi. Alexandre m'a observé, étrange, comme s'il s'était attendu à ce que je lui lâche, la maison est à moi et tu ne gardes rien. Mais je ne l'ai pas dit. Ce que je voulais protéger, ce n'était pas des briques. C'était la ligne frontalière de ce que j'avais gagné avant le mariage par rapport à ce que nous avions forgé en commun. Alexandre a continué à scruter les pages et à murmurer, mais j'y ai passé 13 ans. Oui. Tu n'as jamais dit que tu sentais la maison comme exclusivement tienne.
Je ne t'ai pas non plus incité à la considérer ainsi. Il m'a regardé, étonné. Pourquoi sors-tu les documents maintenant alors? Parce que tant que nous étions mariés, il n'était pas nécessaire de séparer ta part de la mienne, mais quand tu mets un divorce sur la table comme excuse, les parties doivent se délimiter selon les faits. Alexandre est resté muet. J'ai remarqué qu'il était perplexe et déconcerté. Jamais pendant le mariage, il n'avait cru que la maison où il rentrait le soir se basait sur ses documents, il se contentait de payer les frais et les factures. Il y vivait confortablement. Il invitait même des amis et leur disait « Ma maison est très confortable » sans que je le corrige. Cette confiance a dégénéré en une croyance aveugle que tout resterait comme toujours. Après la rencontre, nous sommes sortis dans le couloir. Il m'a appelé « Clarisse ». Je me suis arrêté et il a dit à voix basse « Je n'ai pas l'intention de t'arracher l'appartement. J'ai du mal à m'y faire. » À quoi? Il a regardé dehors. J'y suis resté longtemps. J'ai compris cette affirmation. Ce fut la chose la plus honnête qu'Alexandre ait proférée depuis ce conflit. S'habituer à posséder quelque chose ne t'accorde pas la propriété pour l'éternité, ai-je déclaré. Je ne savais pas s'il avait compris cela avec la maison ou avec le mariage, peut-être avec les deux. Tu ne comptes vraiment pas revenir? Je crois que c'est déjà assez. Tu peux continuer à changer. Je te conseille d'essayer. Ses yeux se sont un peu allumés, mais j'ai ajouté, ne change pas pour moi. Fais-le pour ne pas gâcher l'existence d'un membre de la famille d'une autre personne, comme cela est arrivé à ma mère. Il est resté immobile pendant que j'avançais et sortais chercher l'ombre des arbres pour commander un véhicule. Je ne savourais aucune victoire, je me suis juste libéré. Autrefois, son volume de voix s'imposait lors des discussions. Actuellement, nous ne disposions plus de la table du salon ou des murs. Tout était confiné aux preuves écrites et au libre arbitre de chacun. C'est alors que, de toute évidence, le terme « ma maison » que soupirait Alexandre est devenu vide. La demande de divorce s'érigeait indélébile, l'excuse postérieure ne lui servant pas de monnaie d'échange pour tout arranger. 2 mois et quelques après avoir quitté l'appartement, la sonnette a retenti. Alors que je préparais un peu de poire pochée pour ma mère, j'ai vu que c'était Alexandre et j'ai hésité, mais j'ai ouvert. Il est arrivé avec de la nourriture et quelques infusions. « Pourquoi es-tu venu ?» Il m'a jeté un regard furtif et a regardé au fond. « Je veux voir ta mère. » Ma mère, sentant sa présence, est sortie et l'a rencontrée. Alexandre a évité son contact visuel. « Bonjour, Rose. » C'était le premier contact direct entre eux. Ma mère lui a lancé tranquillement « Entrez, Alexandre. » D'un coup, ce « Alexandre », au lieu de « mon fils », a dépouillé de toute affection maternelle cette conversation. Il a posé le sac, s'est assis et a commenté « Aujourd'hui, je suis venu m'excuser. J'ai été un sot et je vous ai dit de vilains mots, et à froid, je crois que j'ai dépassé toutes les limites. » Ma mère attendait. Il n'arrêtait pas. « Je sais la douleur que je vous ai infligée, Rose. Excusez-moi. » Si cela avait été dans le passé, ma mère aurait minimisé la gravité et aurait répondu « Ce n'est rien. » Elle craignait parfois de placer l'interlocuteur dans des situations compliquées, mais cette fois, ma mère a répliqué doucement et s'est campée. « Je vais vous poser quelques questions. » Il a acquiescé. « Si ma fille n'avait pas déposé la demande de divorce ni abandonné la résidence, seriez-vous venu me demander pardon? » Alexandre est resté bloqué. Ne réagissant pas, il a réussi à affirmer « Je comprends l'erreur. » Je ne vous demande pas si vous voyez l'erreur. Je vous demande si vous vous seriez approché de votre propre volonté pour vous faire pardonner. Il n'a pas su répondre. Si les titres de propriété étaient à votre nom, a-t-elle poursuivi son enquête, et qu'il n'existait aucune possibilité de la céder? Auriez-vous ressenti autant de peur? Le visage de l'homme a rougi. Croyez-vous que je viens pour l'appartement, Rose? Je n'ai rien affirmé. Je veux que vous y réfléchissiez vous-même. Elle a conclu son argument, je n'avais pas besoin de votre entretien. Je possède ma pension, l'héritage. Je prépare ma nourriture et j'ai de quoi faire les courses. Ma gêne ne venait pas de quelques centimes d'électricité. Alexandre se taisait. Il y a environ 6 ans, vous avez hébergé Isabelle. Clarisse cuisinait et fournissait médicaments et consultations. Je l'ai encouragée parce qu'un couple sait se débrouiller. Mais peu après le décès d'Antoine,
vous m'avez transformé en la mouche dans la pièce. Je ne vous en veux pas, Rose. Peut-être pas. Ma mère l'a observé fixement. Mais vous n'avez cessé de contempler l'existence de cette personne qui est ici comme s'il s'agissait d'une tâche et cela ne diffère en rien de la haine. L'homme est resté muet et son cou s'est coloré. Je ne demande pas d'excuses révérencieuses, a conclu Madame Rose. Je souhaitais simplement que vous compreniez un pilier fondamental. Traiter la famille de votre épouse sans vous moquer à son nez d'une manière qui dénote une indignité. Je le comprends déjà. Ma mère s'est abstenue d'en rajouter. Elle s'est retirée. Je vous laisse régler vos désaccords et je me retire dans ma chambre, a conclu Madame Rose. Alexandre a observé la porte un long moment et a lâché, jamais je n'aurais attendu cette conversation de ta mère. Je sais que j'ai échoué, Clarisse. Je n'ai pas prononcé un mot. Elle m'a fait réfléchir. J'arrive et la maison est silencieuse. J'attendais ton retour. Que la colère passe. En recevant le rapport et le panneau du domicile, j'ai su la certitude. Ensuite, la certitude est venue à cause des billets ou de la solitude. Encore la même rengaine. Je lui ai rétorqué, es-tu encore étonné? Je suis désolé. Il a voulu s'approcher. Donne-nous une chance à tous les deux. J'espère que ta mère restera le temps qu'il lui plaira sans mes plaintes. J'ai scruté. Veux-tu me récupérer moi ou retrouver ta commodité habituelle? Je n'ai presque pas discerné mon objectif. Mon désir est avec toi. Répliqua-t-il, offensé. Et si la cause n'était pas celle-là, pourquoi l'aliénation de la maison t'a-t-elle d'abord irrité? J'y ai vécu 13 ans. Peux-tu pénaliser mon désarroi? Je n'ai rien pénalisé. Ça m'a fait mal de voir ton indifférence quand j'ai laissé ma mère désolée de retour au village. Alexandre a soupiré profondément. Tu es très récurrente. J'analyse au millimètre si tu as réussi à avertir de tes ravages. J'ai déjà présenté mes excuses à Madame Rose. Il a élevé la voix. Il s'était vanté il y a un instant de changer et, ne produisant aucun effet, son ancien dégoût émergeait comme des éclairs. Tu as tout mal interprété en l'attribuant à l'argent. À quel point désires-tu me submerger? Je n'ai besoin de rien de ta part. Le respect envers ta famille n'est pas quelque chose qui se négocie ni une obligation matrimoniale. J'ai continué. Je ne conçois pas de seconde partie à cela. J'ai lancé le définitif « non ». Ce « non » résolu s'opposait au « d'accord » par lequel j'avais accepté la reddition passée et m'a donné ma dernière objection. Il a pris son cadeau et j'ai essayé de lui dire de l'abandonner. Jamais je n'aurais imaginé le déclin imminent, a-t-il murmuré en franchissant la porte. Moi non plus, c'était incontestable. Personne ne formalisait 13 années dévouées en rêvant de les achever par cette voie. Mais après avoir découvert sa façon d'agir, un pardon stipulé en 2 mots était impossible. Après son départ, Madame Rose est apparue, demandant s'il était parti sans retour. Effectivement. Tu n'as pas adouci ton attitude? J'ai souri en affirmant, les femmes possèdent cette pitié compatissante. Appuyée, elle a souligné, avoir de la compassion diffère de retourner avec lui. J'ai acquiescé et elle a cessé ses sermons. Le déroulement des événements révélait sa douleur, une souffrance d'avoir vu ses piliers confortables et sa routine s'évanouir. Alexandre manquait de perspective face à mes motifs et s'enivrait de ses propres affaires. Les rencontres futures se sont déroulées dans la stupeur et la froideur. Il a finalement constaté que je ne recourais pas au chantage pour l'étouffer et j'ai su que j'avais coupé son désir. Nous avons apporté les carnets financiers correspondants et les preuves des rénovations matrimoniales. L'avocate a constaté la validité. Hélène a communiqué, vous avez tous deux contribué à cela. Clarifions tout maintenant et évitons les problèmes à l'avenir. Nous n'avons pas contesté son idée. Tout a été distribué équitablement après réévaluation de son coût. Les toits et les sols, d'une facture ou l'autre. Je lui ai demandé s'il se sentait satisfait et il a interrompu, hésitant, j'imaginais votre rejet et votre avidité. J'ai ajouté que j'avais pris mes distances pour me débarrasser du dédain subi, mais que si je faisais quelque chose en dehors des règles, je perdrais ma crédibilité. De mon côté, j'ai accordé mon temps. Garde tes clés jusqu'à ce que tu loues un autre endroit. Tu disposeras de 40 jours, ai-je signalé. Son regard révélait de la consternation. Tu pensais à l'immédiateté pour me dédommager. Je ne cherche pas à te faire du mal, Alexandre.
Je savais du sort imminent et des rigueurs pour adapter le reste de la résidence. Il a effectué diverses recherches près du travail, très coûteuses et plus spacieuses, avec une infinité d'exigences financières pour le bailleur, se rendant compte de l'effort vital par de brefs messages à ma personne. Il manquait de volonté de prolonger l'interaction, d'être habitué à arriver au nid protégé. Actuellement, il avait des dettes, des réserves, des mensualités, des trajets, des choses qu'il n'avait jamais gérées seul. Il a loué quelques semaines plus tard un immeuble proche et l'a communiqué vaguement. J'ai reçu son message d'adieu quand il a laissé la maison vide. J'ai refusé de le rencontrer en personne. J'ai demandé mes clés par une tierce personne. Ma mère a demandé des objets manquants et j'ai apaisé son angoisse. L'éviter signifiait clore les souvenirs des époques sombres. Je suis allé devant les cartons déménagés. Voyant mon portrait ou tableau de mariage effacé dans les marques, il a retenu pour la postérité un bref message, cédé intégralement, « Je vous souhaite du bonheur sur votre chemin ». J'ai ordonné par messagerie à Didier, montrer l'intérieur, il a rapidement annoncé l'ouverture des démarches. Je vais commencer avec les prospects. Il a refusé des intéressés impatients par le coup, mais je les ai exhortés à la patience dans mes évaluations. J'ai refusé des investisseurs. Je n'avais pas l'envie de supprimer des souvenirs à coups de pièces de monnaie. Je refusais de conserver ce palais à des fins guerrières et par caprice. Il était trop loin de l'hôpital ou de mon magasin, c'est pourquoi je préférais mon espace sûr. Après le va-et-vient des visiteurs, un couple et leur petite fille ont foulé les intérieurs. Quel charme ce citronnier, mon chéri, a commenté la femme. J'ai revécu mes 28 ans. Je ne versais aucune nostalgie. La résidence avait rempli son rôle et attendait sa relève. J'ai signé mon aliénation sans refus, ayant intercepté mon SMS final de la part du mari dissous lui-même, installé, continue les démarches comme convenu. Alexandre retrouvait ses repères dans un appartement sans cadeau. Tandis que je retrouvais la propriété de mon propre futur et de mon existence. Renoncer à l'impassible normalité s'avérait fastidieux. Mais ce fut indispensable. Nous avons acheté notre nouvel appartement avec nos économies. Madame Rose répétait, le village sert parfois à panser les chagrins, je savais qu'elle était emplie de nostalgie. Les jardinières seront flétries en automne, à quoi j'ai répliqué en l'invitant pour un week-end, elle a décliné à cause de ses inquiétudes. Nous avons conservé son reliquat de Tolède, nous rendant là-bas pour les messes ou les commémorations, possédant mon modeste nid actuel dans la rue centrale. Ça me réconfortera de savoir que tu le gardes, mais accueille-moi ici. Dans tes limites, a-t-elle soupiré, plaisantant sur la cherté moderne. Elle a laissé transparaître ses craintes. Dehors, de succulents géraniums fleurissaient dans des jardinières. J'entendais ses murmures à l'intention de son père décédé. Les finances suivaient, les jours dépouillés du poids moral, nous parvenions à apaiser ce qui s'était passé. Alexandre m'avait été recommandé d'avance. Il se débrouillait correctement à son lieu de travail et dans son logement, non maudit d'un châtiment infernal, car une dissolution matrimoniale manquait de telles fantaisies. Il arriva que 2 mois après mon départ de l'appartement, il amena à Madrid Madame Isabelle face à l'aggravation de son problème articulaire, loin de mes secours. Il lui incombait de la veiller dans le petit lit avec le canapé replié dans une chambre sans ventilation et de coordonner ses absences horaires. Il lui indiquait même comment faire bouillir l'eau. Il écrivit à la dérobée, « Je m'interroge sur ta sincérité. As-tu souffert de cette manière pendant cette période de convalescence il y a 6 ans ? Je n'ai pas retenu ma franchise. Totalement. » Après quelques minutes, il a émis la réflexion qui aurait guéri ses déficiences, reconstruisant ma routine, j'aperçois le poids d'héberger, de soigner des malades au milieu de la nuit, de coordonner l'emploi du temps. Mais son anxiété et sa lourdeur ne justifient jamais d'agresser de manière létale et méprisable. J'ai observé avec délectation et j'ai réfléchi aux regrets payés. Il a répliqué, s'excusant, demandant de la compréhension pour son retard. Je l'ai seulement exhorté à soutenir sa mère à l'avenir. J'ai raconté cela à Madame Rose qui a conclu, « La fatigue de ma belle-fille me fait de la peine. Personne ne veut être un martyr. » Elle a acquiescé, résignée, et a déploré le dommage moral, soulagée par les problèmes que j'avais résolus. « Tu regrettes le nid ? » On m'a interrogé sur l'ancienne habitation sur la terrasse. Absolument, cela a déchiré mon économie passée. Mais je le regretterais davantage de rester passif face à mon indignité morale. Céder à plusieurs reprises jusqu'à l'excès dévalorise la paix établie.
Un gendre ou une belle-fille n'ont pas besoin de ressentir un amour identique à celui de la famille de sang, mais d'offrir un traitement réciproque et respectueux sans double standard. Vendre une base résidentielle n'équivaut pas à liquider l'honneur, possédant des fondations incassables avec votre parenté réelle au village ou au commerce, et ma mère résiderait jusqu'à l'expiration, incontestée. Jouissant de son séjour sans hésiter sur une péremption prévisible ni de mesquines interrogations des jours suivants.